Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour Sénat 360, le nouveau rendez-vous d'information parlementaire de Public Sénat. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, 2 heures entièrement consacrées aux travaux du Sénat, la séance, les auditions, les débats en commission, du débat, de l'analyse, du décryptage. Voilà pour votre programme en direct cet après-midi. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, meurtrières intempéries dans les Alpes-Maritimes, des pluies torrentielles se sont abattues sur le département, dévastant tout sur leur passage. Le bilan s'établit à 19 morts, scène de désolation de Mandelieu à Biot. Il y a 2 ans, un rapport du Sénat sur les inondations dans le sud-est pointait déjà le rôle de la forte urbanisation dans ce territoire. Toutes les réactions dans cette édition, analyse et débat. Nous serons aussi sur place avec notre envoyé spécial Marie Brémaud. Cherche président désespérément, les sénateurs écologistes contestent Jean-Vincent Placé à la tête de leur groupe. Une présidence tournante pourrait être votée. Une réunion doit se tenir à 18h30. Elle s'annonce mouvementée. Certains sénateurs menacent de quitter le groupe, ce qui remettrait en cause l'existence même d'un groupe parlementaire au Sénat. Tous les détails à suivre. Nouveau rendez-vous dans Sénat 360. Tous les lundis, nous vous ferons découvrir un sénateur dans son département. Un portrait au cœur des territoires. L'occasion de découvrir un visage différent des parlementaires. Première invitée aujourd'hui, Frédérique Espagnac, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Elle nous présente son combat pour les langues régionales et son engagement pour la reconnaissance des indications géographiques. Elle sera avec nous en plateau. Et pour nous accompagner tout au long de cet après-midi, notre multiplex, nous serons en direct de l'hémicycle avec Tam Tranui. Elle nous dira tout des enjeux de la séance du jour consacrée à la modernisation de la TNT. Nous serons également en duplex avec Saveria Rojek. À quelques heures, je le disais, d'une réunion cruciale pour l'avenir du groupe écologiste. Il doit trancher ce soir sur la question de la présidence après la démission de Jean-Vincent Placé d'Europe Écologie Les Verts. Et puis nous retrouverons également notre envoyé spécial Marie Brémaud à Villeneuve-Loubet, où un camping a été dévasté après le déluge meurtrier qui s'est abattu ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Tout de suite, Sénat 360, le multiplex. Un texte pour moderniser la télévision numérique terrestre, mais pas seulement. Nous allons tout de suite regagner l'hémicycle du Sénat où se retrouve Tam Tranui en direct. Bonjour Tam. Bonjour. Alors quel est l'objectif poursuivi par cette séance aujourd'hui? Bien écoutez, en clair, le développement d'Internet sur les smartphones, le développement de la 4G, tout cela, ça prend de plus en plus de place sur la bande passante et du coup la télévision est sommée de libérer des fréquences pour leur laisser la place. Et pour libérer ces fréquences, eh bien, toutes les chaînes de la TNT devront passer l'année prochaine en format MP4 en HD. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce jargon? Ça veut dire que ça va leur permettre d'occuper une plage de fréquences moins importante avec ce format et d'avoir une meilleure qualité d'image. Voilà pour l'esprit général de ce texte, un texte auquel le Sénat a apporté sa marque sur 2 points principaux. Tout d'abord, il a inscrit dans la loi le principe de la couverture de 95% du territoire par la TNT. Ça paraît une évidence et pourtant certains territoires ruraux pouvaient avoir été oubliés. Autre apport significatif, un amendement qui indique que le CSA pourra retirer son agrément lors du rachat d'une chaîne de la TNT si cette dernière n'a pas respecté sa convention, la programmation à laquelle elle s'était engagée. Cela vise indirectement le rachat de la chaîne numéro 23 en passe d'être vendue au groupe Next Radio. Il s'agit pour les sénateurs de lutter contre la spéculation sur les fréquences qui sont un bien public. Merci beaucoup Tam et on reviendra vers vous dès que les sénateurs auront voté ce texte. Et on va tout de suite à présent retrouver Saveria Rojek car c'est l'autre temps fort de l'actualité au Sénat aujourd'hui. Une réunion sous tension aura lieu chez les Verts dans 2 heures. La présidence de Jean-Vincent Placé est contestée. La réunion s'annonce houleuse, Saveria. Oui, alors houleuse, c'est le moins qu'on puisse dire, Delphine, et surtout pas sûr que le sort du groupe soit réglé ce soir. Les 10 sénateurs se réunissent bien à 18h30, mais la réunion risque d'être écourtée, une sénatrice devant partir rapidement pour des raisons personnelles. Or, impossible de décider et encore moins de voter si les 10 membres du groupe ne sont pas présents. Et à l'heure où je vous parle, la question de la gouvernance est loin d'être réglée. Certains, comme Esther Benbassa, estiment que Jean-Vincent Placé ne peut pas rester à la tête du groupe. Jean-Vincent Placé ayant quitté le parti Europe Écologie Les Verts. Il a même ce week-end lancé son propre parti écologiste avec le député François de Rugy. Alors Jean-Vincent Placé veut lui rester à la tête du groupe, mais il se dit prêt à une gouvernance la plus partagée
possible. En clair, le sénateur de l'Essonne accepterait d'abandonner une partie de son leadership. C'est d'ailleurs peut-être vers la solution vers laquelle on se dirige ce soir. On entend en effet beaucoup parler d'un ticket, un binôme qui laisserait à Jean-Vincent Placé la vice-présidente du groupe. Quant à la tête du groupe, les noms de Ronan Dantec et de Corinne Bouchot circulent. Voilà Delphine. Merci beaucoup Saveria. Emmanuel Kessler, PDG de Public Sénat, est également avec moi sur ce plateau. Bonjour Emmanuel. Alors c'est le coup d'envoi de la nouvelle grille de Public Sénat aujourd'hui avec plusieurs nouveaux rendez-vous et vous vouliez nous les présenter. Oui, voilà Delphine, je voulais souhaiter la bienvenue à nos téléspectateurs en cette saison 2015-2016 qui est une saison de renouvellement dans la poursuite de ce qui a été fait bien sûr avec toutes les équipes depuis des années, mais pour aller encore plus loin cette année. Alors on le découvre, nouveau plateau, plus clair, plus lumineux cette année. Et puis nouveau rendez-vous, vous l'avez dit, je ne vais pas tous les citer, mais nos téléspectateurs ont découvert ce matin Territoire d'info que nous réalisons en partenariat avec Sud Radio, qui est animé par Cyril Viguier. Et puis cet après-midi, c'est donc Sénat 360. Ce sera un rendez-vous du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 qui va nous permettre, vous l'avez dit, de découvrir le Sénat dans toutes les facettes de son activité grâce à ses multiplex, grâce au débat entre les sénateurs, grâce à l'expertise de spécialistes du droit constitutionnel, par exemple, qui viendront demain nous expliquer toute la nouveauté que représente la nouvelle formule des questions d'actualité au gouvernement qui démarreront demain. Et puis le soir, troisième grande nouveauté, c'est le rendez-vous qui ira de 22h à 23h30. On va plus loin. Un rendez-vous, là encore, de débats, de chroniques pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension de l'actualité, d'exploiter au maximum toute cette matière extrêmement diversifiée et en phase avec les préoccupations des Français. Vous venez de le montrer, qu'il s'agisse d'audiovisuel, d'action des collectivités locales dans des moments difficiles comme ceux que traverse la France aujourd'hui. Ce rendez-vous donc de 22 à 23h30 qui sera présenté par Sonia Mabrouk avec Paul Bouffard pour les repères d'actualité. Quelle est l'ambition de cette saison, Emmanuel, si on devait la définir en un mot? Eh bien, écoutez, elle est à la fois grande et simple. Cette ambition, c'est d'être la chaîne du débat. Je crois qu'aujourd'hui, dans un monde où il y a profusion d'informations, il y a parfois risque de confusion. Et nous allons, dans notre vocation, dans notre mission première de chaîne politique, de chaîne parlementaire, essayer de mettre en avant le débat qui aide les Français à se faire une opinion sur les grands sujets politiques et de société. 50% d'entre eux estiment que ce sont les débats qui sont la meilleure porte d'entrée pour justement se forger une opinion. Alors nous allons le faire tout au long de cette année à travers ces multiples rendez-vous en étant fidèles à ce qui est l'essence même du Sénat, c'est-à-dire à la fois la capacité de prendre du recul, d'être à distance, au-delà de la polémique stérile, dans la construction des opinions. Parfois la confrontation, elle est légitime, mais en essayant de mieux comprendre. Et puis l'autre dimension du Sénat, ce sont les territoires français, où nous irons dès aujourd'hui, d'ailleurs tout à l'heure en compagnie de la sénatrice Frédérique Espagnac, et que nous allons couvrir. Nous serons à Nice tout à l'heure en duplex. Voilà, à la fois prendre la distance par rapport à une actualité qui parfois nous submerge et aussi être présent dans les territoires où cette actualité s'incarne. Ce sera notre ambition pour un Public Sénat plus que jamais au cœur du débat. Merci beaucoup Emmanuel. Et on en vient maintenant à ce déluge meurtrier qui a fait 19 morts dans les Alpes-Maritimes, l'équivalent de 2 mois de pluie en quelques heures, des trompes d'eau qui ont atteint des niveaux exceptionnels, plongeant toute une région dans le chaos. Ce matin, les habitants pansent leur plaie, mais les dégâts sont considérables et le bilan humain est très lourd, je le disais, 19 morts. Pauline Dame. Les opérations vont commencer. Armés de seaux et de balais, ils ont répondu présents ce matin à l'appel de la mairie. À Biot, l'heure est au grand nettoyage. Les débris charriés par les eaux de la Brague sont évacués. Ici, les précipitations ont atteint 200 mm, soit l'équivalent de 2 mois de pluie. Réparer les dégâts, mais aussi soulager les habitants. Beaucoup ont beaucoup de choses à dire, ont beaucoup de choses à partager sur ce qu'ils ont vécu et ils ont besoin de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Donc c'est vraiment beaucoup d'écoute, je pense. On arrivera à remettre en état, je dirais, tout ce qui est de l'ordre des objets, des routes, etc. Mais moi, je sens un réel traumatisme chez les gens. Dans cette commune de 10 000 habitants, 3 pensionnaires d'une maison de retraite ont péri noyés samedi soir. Des pluies torrentielles qui ont transformé en quelques heures des rues en rivières.
Au total, 19 personnes ont trouvé la mort dans ces inondations. Mandelieu-la-Napoule a payé le plus lourd tribut. 8 personnes sont décédées, piégées dans les parkings souterrains de leur résidence. 9000 foyers sont toujours privés d'électricité. Mercredi, l'état de catastrophe naturelle sera prononcé. Il permet aux sinistrés d'être indemnisés pour leurs biens garantis. Une aide financière qui n'efface pas le drame, mais permet peut-être de se relever après la tempête. Et pour comprendre ce qu'il s'est passé exactement, notre invité aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, bonjour, vous êtes médecin explorateur. Est-ce qu'il faut voir peut-être un lien entre l'accélération de ces événements dramatiques et le réchauffement climatique selon vous? Que vous inspire ce tragique fait divers? Alors vous avez prononcé le bon mot, accélération, et puis intensification des phénomènes. C'est vrai que la rigueur scientifique voudrait qu'on dise on va attendre encore 15-20 ans pour voir si jamais... Mais vous savez, quand on regarde, si on a un peu de bon sens, quand on regarde la succession des phénomènes, surtout leur intensité depuis une quinzaine d'années, on se rend compte que ces épisodes méditerranéens deviennent de plus en plus intenses. Et donc on peut, avec du bon sens, le rattacher au changement climatique dans la mesure où effectivement cette eau, elle vient de la Méditerranée. C'est la Méditerranée qui s'évapore et plus la Méditerranée va se chauffer parce que la température moyenne de la température augmente, plus il va y avoir des précipitations. C'est une évidence. Il y a un deuxième problème qui arrive là-dessus aussi, c'est la densité de la population. Oui. Il est évident que sur ces pentes, quand il pleut énormément, les rues se transforment en torrents. C'est ce qui s'est passé. On va y venir dans un instant à cette forte urbanisation, mais d'abord on va retrouver tout de suite en direct de Villeneuve-Loubet notre envoyée spéciale Marie Brémaud. Bonjour Marie, alors quelle était la situation finalement que vous avez pu découvrir dans ce camping dévasté? Écoutez, les personnes que nous avons croisées sont encore en état de choc. Il faut dire que le camping Le Sourire se trouve en bordure d'un petit cours d'eau, le Loup, qui en quelques heures s'est mué en une gigantesque vague qui, sur son passage, a tout emporté. Vous le voyez derrière moi, ici il y a encore les stigmates évidemment de cette nuit cauchemardesque, des mobil-homes déplacés, des voitures éventrées, le sol est jonché d'objets du quotidien, de la vaisselle, des fours, des éviers, des vêtements. La plupart des campeurs ici vivent à l'année, ils ont donc tout perdu en quelques heures et ils sont très inquiets de la suite. Tous craignent la lenteur des indemnisations. Or, très concrètement pour eux, il leur faut se loger, se vêtir, se nourrir. Heureusement, la solidarité s'organise petit à petit à Villeneuve-Loubet. Spontanément, des riverains sont venus ce matin apporter le petit déjeuner. Les gens apportent des vêtements ou viennent tout simplement donner un coup de main pour commencer à déblayer. Merci beaucoup Marie. Alors François Hollande, qui s'est rendu sur place hier, s'est attaché à montrer que l'État avait pris la mesure de ces intempéries dévastatrices. Mercredi, l'état de catastrophe naturelle sera décrété en Conseil des ministres et le fonds d'indemnisation des victimes sera également mobilisé. Nathalie Guilloire. Après le drame, la mobilisation est en marche du côté des politiques. Dès demain, une réunion est organisée place Beauvau avec les ministères concernés et surtout les assureurs. Car déjà, la question des indemnisations se pose. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, veut accélérer les choses. Je n'attendrai pas mercredi pour réunir place Beauvau l'ensemble des services compétents, les assurances également, de manière à ce qu'on regarde les conditions dans lesquelles on peut, compte tenu de ce qui s'est passé hier, accélérer les choses. Le gouvernement veut agir vite. La déclaration du sinistre mercredi devrait ouvrir la voie à une indemnisation rapide. Pour cela, les sinistrés doivent effectuer les démarches le plus rapidement possible. Les assureurs ont mis en place des procédures d'urgence pour pouvoir dédommager au plus vite une grande partie des dégâts. Dans un délai de 2 mois, les assureurs apportent, quoi qu'il arrive, une avance. Et dans un délai de 3 mois, la très grande majorité des cas sera réglée. Prenez des photos maintenant de l'ampleur des dégâts. Donc apportez tout ce que vous pouvez apporter à l'assureur pour lui montrer l'ampleur des dégâts que vous avez subis. L'état de catastrophe naturelle couvre les dégâts sur les habitations et les commerces, mais les voitures ayant un contrat assuré au tiers ne seront pas indemnisées. Pour le moment, aucun chiffre officiel n'a été donné sur l'étendue des dégâts. Jean-Louis Etienne, on l'évoquait à l'instant, cette forte urbanisation, cette frénésie immobilière. On a quelques mois de la COP 21. Dans quelle mesure les élus devraient changer les choses? C'est compliqué quand il y a une telle densité de population, surtout s'il y a des pentes aussi raides, effectivement, quand il pleut des déluges comme ça.
les rues deviennent de véritables ruisseaux. Et on voit très bien que le système de drainage est totalement insuffisant. Vous avez ces plaques d'égout qui se soulèvent, ça veut venir dessous, c'est plein. Donc il va falloir réfléchir à une canalisation de ces eaux. Ça, c'est certainement des travaux colossaux. Mais on évoquait dans ce documentaire les assureurs, le rôle des assureurs. Il est évident que les assureurs aujourd'hui sont en première ligne. Et les assureurs se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'il y a une montée progressive des sinistres qui est quasi parallèle à la montée du gaz carbonique dans l'atmosphère. Si vous voulez, c'est un réel problème et les choses ne vont pas s'améliorer si on ne fait rien. Et la COP21, comme vous l'évoquiez, est l'occasion de réfléchir à une gouvernance mondiale parce que si on ne fait rien, le gaz carbonique va commencer à monter. Et ces épisodes, ça ne va pas être du réchauffement harmonieux, on le voit très très bien. Ça va être des épisodes climatiques extrêmes comme celui-là. On en a d'autres récemment. Le maire de New York, Bloomberg, quand il a vu ce qui s'est passé sur la ville, il s'est complètement alarmé, si vous voulez. Il y a une prise de conscience à tous les échelons aujourd'hui, autant industriel, business, les communautés de communes, les territoires, les particuliers. Et c'est ça qu'il faut encourager. Reste avec nous, Jean-Louis Etienne. Nous sommes en ligne avec Marc Daunis, sénateur du Parti socialiste des Alpes-Maritimes, maire également de Valbonne, Sophia Antipolis. Bonjour Marc Daunis, vous m'entendez bien? Bonjour, fort bien. Oui. Alors quel est le bilan de ces intempéries dans votre commune? Dans la commune, nous avons la chance, le bonheur même, un peu égoïste, mais de se dire qu'on n'a pas de décès à déplorer, à la différence de beaucoup de communes voisines, c'est dramatique. Par contre, les dégâts sont très importants. Une école fermée, des voiries dangereuses, utilisables qu'à moitié en certains endroits, des ponts qui ont été emportés, et puis beaucoup d'entreprises sinistrées, des quelques maisons d'habitation, mais assez peu finalement, proportionnellement par rapport au reste. Quelles sont les mesures que vous avez immédiatement prises suite à ces intempéries, ces inondations? Bien sûr, les premières mesures, c'est d'une part toute la nuit être sur le terrain avec les services pour veiller à ce qu'il n'y ait personne qui soit dans des situations dangereuses. J'ai encore quelqu'un qui m'a croisé qui me dit « je vais vous envoyer un courrier, vous avez sauvé mes enfants ». Waouh! Voilà, ça fait partie des choses avec la police municipale qui était intervenue pour éviter que les personnes ne restent à ces endroits. Enfin bref, des mesures immédiates consistant à protéger les biens et les personnes. Marc Daunis, on sait que les maires sont en première ligne en ce qui concerne la gestion de ces inondations. La prise de risque a-t-elle été suffisamment évaluée? Est-ce que l'urbanisation des communes des Alpes-Maritimes peut être en cause? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est la prise de mesure de risque. Court terme, on a des alertes oranges, la graduation est difficile. Et du coup, la mobilisation pour prévenir ce genre de questions est compliquée. Pourquoi? Parce que quand vous avez une alerte orange et qu'on a la chance qu'elle passe, qu'elle vous évite ou que le phénomène soit moins important que ce qu'il aurait pu être, finalement les gens se disent ils nous ont fait une alerte orange, ou même y compris les services, de la mobilisation. Et puis le jour où on a, parce que là on était limite alerte au rouge, où ça a été vraiment quelque chose, je n'ai jamais vu ça, une situation apocalyptique, on se retrouve avec une mobilisation immédiate à faire, totale, surtout vu le court laps de temps. En gros, en moins d'une heure et avec un quart d'heure qui a été extrêmement violent, vous avez 2 mois de pluviométrie qui se tourne. Votre autre question, c'est sur le mode d'aménagement, l'urbanisation. Bien, on sait que ce qu'est le territoire des Alpes-Maritimes, qui subit cette pression foncière, cette spéculation, on a pris conscience, puisque la Brague nous traverse, comme elle traverse d'autres communes, depuis de nombreuses années, on avait pris conscience de cela, et au lieu d'essayer d'endiguer la Brague, on a au contraire protégé, ça c'est depuis début des années 90, protéger ses capacités à pouvoir quitter son lit, et ainsi, par capillarité, par perméabilité, pouvoir partir dans les nappes souterraines, d'autant plus qu'on a un relief karstique qui s'y prête particulièrement. Et donc, on a évité
ces catastrophes. Bien. La deuxième chose, éviter d'endiguer, mais retenir l'eau le plus possible en amont est majeur. Ça fait des années, alors parfois une incompréhension de la part des gens où on fait des bassins de rétention individuels ou un peu plus collectifs pour retenir l'eau et éviter qu'elle ne se précipite en aval sur les communes de Biot, Antibes et tout. Troisièmement, on veille à éviter l'imperméabilisation des sols et c'est pour ça qu'on tient à conserver 2/3 de notre territoire qui soit en espace non minéralisé. On sait tous, que on est sur des problématiques qui sont mondiales. Les dérèglements climatiques, souvent on parle du réchauffement climatique, qui m'apparaît une erreur majeure de parler en ces termes. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Jean-Louis Etienne, effectivement. Déjà de voir ces images, quoi. C'est un véritable tsunami à l'envers. Le tsunami, c'est une vague qui vient de la mer et qui remonte et qui fait des dégâts énormes. C'est un véritable tsunami, c'est extrêmement surprenant. C'est comme une énorme avalanche d'eau qui s'ajoute là-dessus. Donc la nécessité, on peut imaginer dans le futur, effectivement, que ces événements vont se reproduire. Peut-être pas à une intensité pareille, mais on se rend compte effectivement que ces tempêtes, si vous voulez, ou ces pluies diluviennes deviennent de plus en plus des déluges. Donc ce que vient de dire le maire de la commune, c'est une réflexion qu'il faut avoir très allemand. Je dirais presque qu'il va falloir faire des alertes tsunami, entre guillemets, si vous voulez, de manière à ce que les populations aillent sur des points hauts. Justement, sur cette information aux populations, puisqu'on a entendu Marc Denis parler d'aller-retour, on passe d'une alerte orange à une alerte rouge. Est-ce que les gens sont suffisamment informés? Est-ce qu'ils prennent la mesure du danger dans ces cas-là? Non, apparemment, ça a été difficile, puisque certains ont pensé aller chercher leur voiture, qui risquait... Non, c'est quelque chose qui était apparemment difficile à imaginer d'une telle intensité. On n'a pas cette culture du risque finalement en France, malgré la succession des catastrophes naturelles? Non, parce que ce sont des phénomènes qui sont brefs, si vous voulez. Mais moi, je suis médecin, si vous voulez. Quand je parle du climat, je parle d'une fièvre chronique de la Terre. Vous voyez, la fièvre, elle a une terre chronique, une fièvre chronique. 37,8, on va dire, elle s'est réchauffée de 0,8 degrés. Et donc aujourd'hui, on est dans la phase des complications. Et en général, ce qui est toujours difficile, c'est de se dire, c'est vrai que ça fait longtemps que ça dure, il va falloir faire quelque chose. C'est vrai que ça fait longtemps que ça dure, il va falloir faire quelque chose. Et puis on arrive à la phase des complications. On y est aujourd'hui. On est en plein dans la phase des complications, c'est-à-dire que ça va pas être un réchauffement harmonieux, mais des chaos climatiques qu'il faut anticiper. Et donc on est là au cœur d'une situation à venir, il faut vraiment la prendre à bras le corps parce que ça va continuer. Ouais. En ce qui concerne les prévisions de Météo France, il y a un début de polémique naissante. Est-ce que Météo France avait suffisamment Ils sont bons, hein, Météo France. Je peux vous dire qu'ils sont bons, je les connais, ils suivent ça avec intérêt, puis ils sont en première ligne parce que c'est vers eux qu'on se tourne dès qu'éventuellement... Bon, d'une manière générale, ils disent souvent orange et ça ne va pas plus loin, et puis ça se fait un peu moins. Donc c'était compliqué. S'ils n'ont pas réussi à identifier ce qui allait se passer, c'est que peut-être, effectivement, c'était un phénomène qui est totalement inhabituel et imprévisible. Et il va falloir certainement affiner les mesures. Il y a un programme qui s'appelle IMEX aujourd'hui, qui étudie effectivement quel est le lien entre ces épisodes intensifs et puis le réchauffement climatique. Ils vont le prouver bientôt, mais ce qu'il faut mettre en œuvre, effectivement, sont des systèmes peut-être plus sophistiqués pour le prévoir. Et commencer à préparer la préparation des populations. Ceux qui montent sur le toit et qui en ont un, ou qui montent à l'étage, ils s'en sortent. Mais ceux qui n'en ont pas, c'est dramatique. Je peux imaginer ce qui arrive. J'en ai vécu une fois une inondation, mais c'est inquiétant. Hein. Je pense que la population doit être traumatisée pour un moment. Il faut également repenser peut-être tout ce qui est aménagement du territoire, les normes, les plans locaux d'urbanisme. Oui, et il faut prévoir le pire, c'est-à-dire ces énormes pluies qui viennent, il faut les canaliser. Alors, comment, je ne sais pas, peut-être faire des tunnels énormes, mais on a vu que les tunnels, il suffit qu'il y ait une voiture qui parte en travers pour que le tunnel soit bouché. Il y a une reperméabilisation des sols. Il y a certainement, peut-être pas des grosses évacuations, mais une multitude d'évacuations, parce qu'il suffit si on les met grosses, s'il y en a une qui se bouge, ça bouge tout. C'est à mon avis, enfin, ils n'ont pas besoin de nous pour se réunir, mais j'imagine que tous les maires de ces communes touchées et des Alpes-Maritimes et du Var vont se réunir pour trouver effectivement une parade. Mais tiennent-ils suffisamment compte des drames passés? On sait qu'ici, au Sénat, il y avait une mission d'information justement sur cette question des inondations dans le Sud-Est. C'était déjà en 2010. Le rapport a été publié il y a 3 ans et aujourd'hui, on assiste encore à ce genre de drame. C'est ce qu'on appelle les maladies chroniques, vous voyez. Maladies chroniques, on dit, dis donc, il va falloir qu'on s'en occupe, il va falloir qu'on s'en occupe.
Vous n'en souvenez peut-être pas, mais on avait eu un secrétaire d'État aux catastrophes naturelles majeures. Il s'appelait Haroun Tazieff, il avait été nommé par le président Mitterrand. Il était secrétaire d'État aux catastrophes naturelles majeures. Il était chargé déjà de réfléchir sur ces situations. Beaucoup d'endiguements ont été faits. Ça manque ce genre de poste aujourd'hui dans le gouvernement, selon vous, peut-être? Je ne sais pas, il y a quand même les gendarmes, la protection civile, les pompiers, tous ces gens sont mobilisés, ça n'occupe. Et donc, c'est certainement au niveau des territoires, effectivement, que des travaux sont anticipés. Mais je crois qu'il faut s'attendre, avec ce réchauffement progressif, le bilan thermique de la Terre qui s'accroît. La Méditerranée, elle se réchauffe de plus en plus sur une épaisseur d'eau de plus en plus grande. Il est évident que cette eau, elle s'évapore et à un moment donné, elle tombe quelque part. Et ces épisodes cévenols, qu'on appelle aujourd'hui épisodes méditerranéens, parce que ça touchait les Cévennes, ça touche toujours le Gard, ça touche toujours les Cévennes à cette période-là, eh bien, ils se rapprochent les uns des autres et ils s'intensifient, si vous voulez. C'était connu, les pluies de septembre, elles étaient toujours intenses, mais aujourd'hui, elles deviennent diluviennes. Oui. Un dernier mot, est-ce que c'est peut-être un regard pessimiste que vous portez sur la situation aujourd'hui, quand vous voyez ce dramatique événement? Pessimiste, non, parce que c'est l'évolution du monde et de l'humanité dont on parle. Donc on a des mesures, on a l'intelligence des solutions. Aujourd'hui, on a conscience de la gravité du système et donc il faut les mettre en œuvre. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'avoir été notre invité en direct pour ce premier numéro de Sénat 360. Et on reparlera des conséquences de ces intempéries et de la prévention des inondations. Alors que nous en parlions à l'instant, un rapport du Sénat sur les crues dans le sud-est avait été publié dès 2012 avec nos invités dans le débat de 18h. L'autre temps fort aujourd'hui au Sénat, c'est cette crise ouverte chez les écologistes après les démissions en cascade de la semaine dernière. Le parti est déboussolé, certains élus préfèrent rejoindre le Parti socialiste quand d'autres s'opposent à des alliances en vue des régionales. Le point avec Louis Sibyl et Géraldine Bavoilo. Europe Écologie Les Verts, un parti anti-nucléaire en pleine fission atomique. La fracture date de mars 2014. Cécile Duflot et Pascal Canfin claquent la porte de leur ministère. Un choix contesté notamment par les 3 présidents de groupe au Parlement. La question, c'est est-ce qu'il faut des écologistes au gouvernement, tout comme des centristes, tout comme l'ensemble des socialistes? Oui, les choses sont claires. Au moment des élections départementales, les dissensions éclatent au grand jour. La base du parti préfère s'allier localement au Front de gauche plutôt qu'au Parti socialiste. Quelques parlementaires ne sont pas sur la même longueur d'onde et ne veulent pas réitérer les mêmes alliances pour les régionales. Jean-Vincent Placé et François de Rugy quittent le parti. Europe Écologie Les Verts se replie. C'est un parti qui se replie sur lui-même. Il y a un vrai risque de repli sectaire. Et puis d'un autre côté, il y a une dérive gauchiste, c'est-à-dire que les alliances électorales maintenant se font principalement avec le Front de gauche. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de difficile pour nous. C'est une lourde responsabilité, évidemment, pour Europe Écologie Les Verts. C'est aussi une lourde responsabilité pour les parlementaires qui ont décidé de partir. Depuis, l'hémorragie continue. Les députés Barbara Pompili et Véronique Massonneau sont aussi partis. Une fédération de partis écologistes centristes doit naître dans 2 semaines. Il devrait compter 8 parlementaires et environ 800 adhérents. Et conséquence, c'est le groupe écologiste du Sénat qui se retrouve en pleine tourmente après la démission de Jean-Vincent Placé d'Europe Écologie Les Verts. Pour mieux comprendre les enjeux de la réunion qui doit se tenir aujourd'hui au Sénat à 18h30, on va retrouver en direct Saveria Rojek. Alors Saveria, que doivent décider les sénateurs écologistes au cours de cette réunion? Écoutez Delphine, en tout cas ce qu'on peut dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette réunion s'annonce houleuse. Esther Benbassa me le disait encore ce matin, Jean-Vincent Placé ne peut pas rester à la tête du groupe. C'est pour elle une question d'éthique politique. Et la sénatrice du Val-de-Marne se dit prête à quitter le groupe si elle n'obtient pas la tête de Jean-Vincent Placé, ce qui remettrait en question l'existence même du groupe au Sénat, puisqu'il faut au minimum 10 sénateurs pour constituer un groupe. Alors bien sûr ici, tous les sénateurs écologistes me répètent que personne ne veut la disparition du groupe au Sénat, d'où l'importance de la réunion de tout à l'heure, mais pas sûr qu'une solution soit trouvée à cette occasion, car un des membres du groupe va devoir quitter la réunion plus tôt pour des raisons personnelles. Alors impossible de décider et encore moins de voter si les 10 membres ne sont pas présents. Alors à l'heure je vous parle, la question de la gouvernance est loin d'être réglée. J'entends beaucoup parler ce soir d'un ticket, un binôme, et c'est une des solutions
solutions possibles. Un binôme qui laisserait à Jean-Vincent Placé la vice-présidence du groupe. Quant à la tête du groupe, les noms de Ronan Dantec et de Corinne Bouchou circulent. Voilà Delphine. Merci beaucoup Saveria, il est 17h, vous êtes en direct sur Public Sénat. Tout de suite, c'est l'heure de notre multiplex. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui, toujours en direct de l'hémicycle. Tam, la séance se poursuit et vous étiez avec Catherine Morin-Desailly, la présidente de la commission de la culture du Sénat, pour comprendre ce qui se passe en séance. C'est à vous, Tam. Oui, avec Catherine Morin-Desailly qui est rapporteure du texte débattu cet après-midi, également présidente centriste de la commission de la culture. Alors, le Sénat a obtenu une victoire sur ce texte avec, par exemple, la mention de la couverture à 95% du territoire par la TNT. Ce qui est étonnant, c'est que cela n'était pas prévu au départ. Comment l'expliquez-vous? Les territoires ruraux étaient-ils oubliés? Oui, il y avait une forme d'oubli qu'on a voulu absolument corriger. À vrai dire, à l'Assemblée nationale, en première lecture, les collègues députés avaient cru bon pouvoir se passer de cette disposition qui est essentielle pour nous, qui est la couverture des territoires. Donc nous l'avons remis dans le texte. De la même manière, nous avons remis aussi une disposition qui va concerner l'équité devant le changement, le basculement de ces téléviseurs qu'il faut équiper d'adaptateurs. Dans le texte initial, il était prévu une indemnisation, une aide pour les foyers qui recevaient la télévision par voie hertzienne. Nous avons prévu qu'un rapport soit fait sur l'éligibilité des foyers qui reçoivent par voie satellitaire. C'est le principe d'égalité devant notre République. Pour que tout le monde puisse recevoir la télévision. Une autre modification apportée par le Sénat, modification essentielle, c'est que grâce au Sénat, le CSA pourra refuser son agrément au rachat d'une chaîne de la TNT qui n'aura pas respecté sa convention. Indirectement, c'est la vente de numéro 23 qui est visée. Qu'en est-il? Nous avons complété la loi, le dispositif juridique qui manquait pour justement encadrer la revente et donc la spéculation sur des fréquences qui sont attribuées gratuitement. Donc à l'Assemblée comme au Sénat, nous avons voté notamment 3 dispositions, dont celle que vous évoquez, qui encadrent désormais parfaitement le dispositif, moralise en quelque sorte le secteur et permet aussi que les chaînes tiennent leurs engagements, parce que quand elles reçoivent une fréquence, c'est à titre gratuit, moyennant des engagements pour le bénéfice du grand public. Merci beaucoup Catherine Morin-Desailly d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam, voilà pour cette interview enregistrée un peu plus tôt dans l'après-midi. Les Français de l'étranger au cœur d'un colloque organisé en ce moment même au Sénat. Objectif, mieux faire connaître cette communauté aux multiples facettes, entre expatriation choisie mais aussi parfois subie. On en parlera avec nos invités dans notre débat dans un instant. Mais avant cela, un autre aspect parfois méconnu de l'expatriation. Il concerne le retour de ces Français qui relèvent parfois du parcours du combattant. Voyez ce témoignage recueilli il y a 2 mois par Flora Sauvage. Il serait aujourd'hui plus de 2 millions. Ces Français vivent aux 4 coins de la planète, mais un jour se pose la question du retour en France. Inès est rentrée il y a 2 ans de Chine, où elle a vécu 15 ans. Le retour au pays a été difficile. C'est vrai, quand on rentre d'expatriation, a fortiori quand on a quitté la France depuis très longtemps, ce qui est mon cas, puisque je suis rentrée en France après 15 ans d'expatriation, on se sent effectivement très très démuni. On ne sait pas par où commencer, on se sent assez seul, on a disparu des fichiers. Car les démarches administratives pour les Français de retour dans l'Hexagone sont parfois longues et laborieuses. Déjà rien que le numéro de sécurité sociale, vous ne l'avez pas utilisé pendant 15 ans, vous dépendez d'un système de santé et de mutuelle à part, donc il faut récupérer votre dossier de numéro de sécurité sociale, vous ne savez pas très bien où aller. L'ex-ministre chargée des Français de l'étranger veut faciliter le retour des expatriés. Hélène Conway-Mouret va remettre un rapport à Manuel Valls dans les prochains jours. Objectif, simplifier les démarches administratives en créant un guichet unique et un guide du retour. La sénatrice propose également de donner plus de souplesse aux administrations qui refusent souvent des documents produits à l'étranger et d'anticiper les démarches, notamment pour les prestations familiales. L'autre problème, c'est de ne pas savoir où commencer et d'avoir des administrations qui ne se parlent pas entre elles et d'avoir à produire le même document plusieurs fois. Des documents qui aujourd'hui sont encore soumis sous forme de papier, qui sont parfois égarés. En 2015, l'expatriation semble attirer de plus en plus de Français.
En 10 ans, le nombre de nos compatriotes vivant à l'étranger a augmenté de 35%. Et on ouvre le débat de ce premier Sénat 360 consacré aujourd'hui aux Français de l'étranger, alors que se tient en ce moment même, à quelques pas d'ici, un colloque consacré à l'expatriation. 4 invités sur ce plateau pour en parler. Claudine Lepage, bonsoir. Bonjour, pardon, vous êtes sénatrice socialiste, vous représentez les Français établis hors de France. Merci d'être avec nous. Face à vous, Joëlle Garriaud-Bellam, bonjour. Vous êtes sénatrice également représentant ces Français de l'étranger, sénatrice Les Républicains. Merci d'être en notre compagnie. Christian Roudeau est également avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur de France, je t'aime et je te quitte. Et vous avez été auparavant correspondant en Grande-Bretagne pour Radio France. Merci d'être en notre compagnie. Et j'accueille également Julien Gonzalez. Bonjour. Vous êtes auteur de Trop d'émigrés, regard sur ceux qui partent de France. Vous avez fait cet ouvrage pour la Fondation pour l'innovation politique. Et merci d'être avec nous. On va peut-être revenir sur ces Français de l'étranger, cette communauté finalement peu connue. Claudine Lepage, ces Français de l'étranger, qui sont-ils exactement? Qui sont-ils? Je dirais, ce sont les mêmes que les Français de France, c'est-à-dire que l'on retrouve les mêmes catégories socio-professionnelles qu'en France. Il y a malheureusement des SDF et il y a aussi des gens très, très aisés. Les SDF, ils existent dans les pays frontaliers. Donc oui, c'est une réalité. Donc c'est une population très variée. Est-ce que c'est Joëlle Garriaud-Bellam, si vous voulez compléter, allez-y. Oui, je dirais que Claudine a raison. C'est vrai qu'ils viennent de toutes les catégories sociales, mais je crois qu'il y a 2 aspects qui les différencient. D'une part, ils sont beaucoup plus jeunes que la moyenne française. Deuxièmement, je crois que c'est aussi un état d'esprit, une envie de réussir, une envie de créer des entreprises, de prospérer dans un travail. Parce que n'oublions pas que l'expatriation, c'est une prise de risque. Rien n'est jamais gagné. On nous parle de très belles réussites, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui partent et qui malheureusement échouent et reviennent en France. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté qui, moi, me touche beaucoup, de cette jeunesse qui n'est pas résignée et qui veut vraiment se battre et expérimenter de nouveaux horizons, de nouvelles langues, de nouvelles cultures, parce que c'est un enrichissement considérable que l'expatriation. C'est vraiment s'ouvrir un petit peu l'esprit, c'est un peu un remue-ménage qui est toujours très positif. Christian Roudeau, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre, puisqu'on a l'impression que c'est une expatriation souvent choisie, voulue, elle est parfois subie aussi pour des raisons économiques. Oui, il y a une immigration positive, c'est-à-dire des gens, et c'est naturel, qui veulent s'ouvrir de nouveaux horizons, qui veulent parfaire une langue, qui veulent avoir une nouvelle expérience professionnelle, qui veulent, pourquoi pas, mieux gagner leur vie, et c'est pas interdit. Et puis il y a une immigration négative, et il faut bien en avoir en conscience, c'est des gens qui partent de France parce qu'ils ont le sentiment que c'est bloqué, ils ne trouvent pas de boulot. Quand je prends les jeunes d'origine étrangère ici, ils ont l'impression d'avoir de la discrimination. Et s'ils vont en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, ils ont moins ce sentiment de discrimination. Donc ça nous interroge quelque part. Ils sont aussi plus nombreux. C'est vrai qu'il y a quand même une massification du phénomène de l'immigration, et ça je pense qu'il faut le montrer. Et ce ne sont plus les émigrés ou les expatriés à papa. Il y a cette image un petit peu jaunie de l'expat qui est comme un nabab, avec voiture, chauffeur, avec bonne et un appartement à 110 mètres carrés. Ça reste un petit peu, mais c'est quand même une image d'Épinal. Ouais, ils sont victimes aussi de préjudices, de préjugés, sur cette mauvaise image des expatriés. Alors, selon vous, Julien Gonzalez. Juste une petite précision sur le profil type de l'émigré français. Vous l'avez dit, il est plus jeune que la moyenne de la population nationale. Il est aussi plus diplômé, près de 50% ont un master ou un doctorat, et il est surtout plutôt très bien rémunéré, puisque 60% gagnent 30 000 euros net par an et un peu moins de 30% gagnent 60 000 euros net par an. Donc c'est une population quand même très qualifiée. C'est le profil du travailleur du savoir dont nous parle l'OCDE, sur lequel il va y avoir une intensification de la concurrence entre les pays, ce qui explique que beaucoup de Français s'expatrient puisqu'ils ont des possibilités ailleurs. Oui, Claudine Lepage, est-ce qu'ils ont raison de partir, tous ces Français ? Déjà, moi, j'aimerais mettre au point. On parle d'expatriation. Moi, je préférerais parler des Français de l'étranger. Parce qu'il y a les Français qui partent actuellement, les jeunes, les étudiants
dans leur parcours étudiant, un stage, un semestre, une année à l'étranger est obligatoire. Les jeunes qui ont un parcours ensuite de VIE, volontaire international en entreprise. Donc en effet, il y a une mobilité des jeunes qui s'est accentuée et qui n'existait pas il y a, disons, 20 ans, 30 ans. Mais il y a un grand nombre de Français à l'étranger qui sont installés depuis longtemps. Il y a aussi un grand nombre de binationaux. Certains d'entre eux ne connaissent même pas la France, mais ce sont des Français qui vivent à l'étranger. Je crois que les binationaux, c'est 50%. 50%. Voilà. Donc je crois qu'il faut un petit peu définir de quoi on parle. Si on parle d'expatriation, de partir. Et en effet, c'est une bonne chose, me semble-t-il, de partir. Comme l'a dit Joël Garriaud-Mellam, c'est une excellente expérience de se frotter à une autre culture, une autre langue, d'apprendre d'autres codes. C'est excellent. Mais au-delà de ça, il faut penser qu'il y a quand même un grand nombre de Français déjà établis à l'étranger et qui, pour beaucoup, y restent. Oui, Joël Garriaud-Mellam, pourquoi la France n'arrive-t-elle pas finalement à retenir ses talents? On a beaucoup parlé de ce phénomène de fuite des cerveaux finalement. Vous savez, je crois qu'il faut déjà dire que la France est un pays d'où l'on s'expatriait très peu. Moi, il y a très longtemps que je suis élue des Français de l'étranger. J'étais dans ce qui s'appelait le Conseil supérieur des Français de l'étranger il y a presque 30 ans. Et nous nous plaignions, on se disait, mais c'est pas possible, nous avons tellement moins de Français à l'étranger que nos grands pays concurrents, les Allemands, les Britanniques, les Japonais, et donc nous poussions les gens à partir. Alors maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Moi, j'ai plutôt envie de pousser les Français à revenir, à faire profiter nos compatriotes de métropole, nos entreprises, de leur expérience, de leurs acquis, de tout ce qu'ils ont pu parachever. Donc nous aimerions bien qu'ils reviennent aussi, mais c'est de plus en plus difficile. Et pour répondre à votre question, c'est vrai que s'ils partent, si la France ne sait pas les retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine lourdeur, malheureusement, une lourdeur administrative. Il est très difficile d'entreprendre en France. Les entrepreneurs ont de telles difficultés que très souvent, ils pensent justement partir ou disent à leurs enfants qu'ils doivent partir s'ils veulent réussir. Oui, et là, nous avons besoin vraiment de nous interroger sur nous-mêmes et faire les réformes en France si nous voulons avoir l'espoir qu'ils reviennent. Oui, Christian Roudot, c'est vrai que la France était un petit peu en retard par rapport au nombre de ces Français qui vivent à l'étranger. Maintenant, elle est presque dépassée par le succès. Disons qu'il y a un effet de rattrapage, ça c'est clair. En même temps, je voudrais insister sur un point. On a tendance, moi j'ai vécu à Londres pendant 12 ans en tant que correspondant. Et c'est un débat sur l'expatriation que je n'entendais jamais en Grande-Bretagne. Alors qu'ici, ça devient facilement un sujet polémique, avec, pour caricaturer un petit peu, d'un côté la droite qui voit l'expatriation comme un révélateur, comme un baromètre du malaise du pays. On se souvient du candidat Sarkozy en 2007 qui allait à Londres pour dire « revenez », comme s'ils avaient fui, comme s'ils s'étaient exilés. Et puis vous avez à gauche, on a tendance à dire « voilà, c'est l'exil fiscal », à faire Bernard Arnault, à faire Gérard Depardieu. Et je trouve qu'on aurait besoin d'un débat un peu plus posé en se disant de façon pratique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est un petit peu le sens aujourd'hui, je crois que c'était une heureuse initiative de ce colloque, pour dire en quoi ça peut apporter les choses, comment concrètement on peut faire en sorte que ce soit un plus. Et je crois que le plus, vous avez raison, c'est le retour en France et le malaise des impatriés, des gens qui reviennent en France et qui ne refont pas leur place dans le trafic. Et c'est un vrai gâchis, parce que c'est des gens qui ont quand même une grande expérience et on n'en profite pas. Oui, Julien Gonzalez, c'est vrai que ces Français qui vivent à l'étranger contribuent également bien au rayonnement de la France. C'était le thème du colloque aujourd'hui. Oui, bon, je crois que ça a été dit, la réalité est complexe. Il y a une partie, une expatriation heureuse. Faites un VIE, un stage, un Erasmus, vous voyagez, vous apprenez des langues, des cultures et vous revenez, vous en faites profiter le pays. C'est très bénéfique pour tout le monde. Et puis, il y a une émigration douloureuse, celle des 75 000 entrepreneurs qui ont créé 750 000 emplois à l'étranger et pas en France, celle des millionnaires, on est le pays dans le monde qui a perdu le plus de millionnaires sur les 15 dernières années, celle des 12 000 foyers assujettis à l'ISF qui sont partis en 20 ans, qui ont emmené avec eux près de 300 milliards de valeur patrimoniale. Ça représente une perte sèche annuelle pour les finances publiques de 9 milliards d'euros. Ça, c'est pas une chance pour la France. Il y a les deux. Il y a une partie qui est positive, qui est liée à la modernité, qui est normale, qu'il faut encourager, c'est très bien, et une partie sur laquelle on ferait mieux de se pencher. Claudine Lepage, quand vous entendez ça, c'est vrai qu'il manque à la France tous ces talents.
Je ne suis pas sûre que quelqu'un qui part à 25 ans, 30 ans, qui crée une entreprise à l'étranger, ne reviendra pas un jour ou l'autre à la France avec son savoir-faire. Ensuite, il y a des flux d'échanges qui se créent et c'est tout à fait bénéfique au commerce extérieur. Je crois qu'on est très rapidement, et là je rebondis sur ce que vous avez dit, on est très rapidement caricatural quand on parle des Français de l'étranger. Il y en a beaucoup qui créent des entreprises, certes, et on est très fiers de leur succès. Simplement, il y en a beaucoup qui travaillent tout simplement dans des entreprises locales. J'ai été moi-même 35 ans expatriée. À l'étranger. Expatriée, non. Mais à l'étranger, je travaillais dans une école de commerce allemande. Je vivais comme la plupart des gens autour de moi. Le plus que j'avais peut-être par rapport aux gens autour de moi, c'est que je parlais français, j'ai élevé mes enfants dans la langue française et j'ai transmis, tout en étant à l'étranger et tout en travaillant dans une entreprise étrangère, j'ai transmis la langue et la culture française à mes enfants. Donc, je pense qu'on est tous d'accord. Il faut sortir de la vision binaire, mais ce que je dis justement, c'est qu'il y a les deux. Moi-même, j'ai vécu à l'étranger pendant un temps. En revanche, quand on voit par exemple que la France a un solde migratoire négatif sur les déposeurs de brevets, c'est-à-dire qu'il y a plus de Français qui déposent des brevets en Allemagne que l'inverse, ce solde est négatif avec le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, je pense que ça mérite qu'on s'y intéresse. Cette réalité, malheureusement, elle est là. Et il y a aussi, vous avez raison, une partie qui est bénéfique et qu'il faut encourager. Oui. Votre réaction à ce que vous venez d'entendre, Joëlle Garriaud-Mellam, effectivement, bien évidemment, oui. Nous ne savons pas non plus créer des réseaux. C'est pas dans notre culture. Pour vous donner un exemple, à Londres, je m'étonnais qu'alors que nous savons qu'il y a énormément d'ingénieurs, nous n'ayons pas un fichier avec ces personnes-là, parce que nous avons besoin de faire de la veille économique. Ce serait extrêmement utile pour nos entreprises françaises. Et ça n'avait jamais été créé. Apparemment, personne n'y avait jamais pensé. Bon, c'est en train de se mettre en place avec les associations d'anciens élèves, d'ingénieurs. Bon, je voyais ceux des arts et métiers récemment. Nous sommes en train de progresser. Mais c'est long parce que c'est vraiment pas dans la culture. Et c'est vrai que très longtemps, l'expatrié, parce qu'il avait, ou le français l'étranger, parce qu'il avait cette image caricaturale, n'avait d'ailleurs pas très envie de revenir en France. Et on voit qu'aujourd'hui encore, les articles sont souvent assez gênants et mal ressentis par les Français de l'étranger ou par leurs élus. Par exemple, simplement faire connaître le fait que les Français de l'étranger ont des élus, conseillers consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger, personne ne le sait en France. On n'arrive pas à faire passer ce message, cette information auprès des médias nationaux sur le travail qu'ils font. Oui. Christian Roudeau, je voudrais également rebondir sur ce que vous disiez. Il n'y a pas ce débat, par exemple, en Angleterre, sur le problème du retour des expatriés. Comment vous l'expliquez ? Encore une fois, c'est que je pense que les Anglais, c'est un peu tarte à la crème ce que je vais dire, mais ils sont assez pragmatiques. C'est une réalité, de toute façon, elle est indiscutable. Et ils ne posent pas les termes en question, savoir est-ce que c'est bien ou c'est mal de penser ça, mais est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Et donc, partant de là, il n'y a pas ce débat biaisé où on utilise l'expatriation comme je disais, un baromètre sur l'état du pays. Et c'est un peu une sorte d'otage politique et ça revient à chaque fois, que ce soit dans les débats politiques, que ce soit aussi au niveau de la presse, avec ces unes, avec l'avion, le Boeing proverbial de ces Français qui fuient la France. Moi, je trouve que c'est très excessif et que finalement, je pense qu'il faut revenir à des choses assez basiques. Vous parliez, et j'ai entendu cette expression, rayonnement de la France. Honnêtement, je trouve que c'est très excessif. Les gens, ils partent pas pour rayonner. Autrement, la moitié de la planète, ce serait Fukushima. Ils viennent juste pour suivre une trajectoire individuelle et après, ça peut être le résultat, effectivement, en définitive, où on peut apporter quelque chose et représenter son pays. Mais c'est jamais la priorité, la motivation première. Évidemment. Mais par contre, on voudrait qu'il rayonne davantage et qu'il nous aide davantage à montrer ce qu'est la France, cette vision positive de la France qui malheureusement n'est pas toujours présente. Et nous nous sommes connus à Londres, j'ai longtemps vécu, je vis encore en partie à Londres. C'est vrai que la presse britannique n'est pas toujours tendre avec nous. Mais sur cette question de l'expatriation, les Britanniques ont aussi une histoire très longue. Les Britanniques sont toujours
toujours parti depuis toujours. Exactement. Et la presse britannique, et ça c'est la différence, a toujours une vision très positive de ces migrations. Et même, oserais-je dire, même si c'est un mot tabou, de la colonisation. Vous voyez toutes les semaines dans les articles de la presse britannique des articles qui sont des louanges face à cette ancienne présence britannique, contrairement à nous qui avons toujours tendance à culpabiliser. À ce sujet. Malgré tout, Julien Gonzalez, ils contribuent quand même à... Ils ont un intérêt économique pour la France, ces Français de l'étranger. Il ne faut pas forcément les inciter au retour. Il ne faut pas les inciter au retour. Je ne sais pas si on estime qu'ils sont bénéfiques pour notre économie. Oui, je pense qu'on aurait intérêt à les inciter au retour. Ça fait des ressources fiscales en plus, ça peut faire des emplois en plus. Je pense que, évidemment, ça ne peut être que bénéfique. Après, sur l'aspect rayonnement à l'étranger, on entend souvent l'expression « les expatriés sont des ambassadeurs de notre pays oui. ». On relève pourtant souvent un French bashing de la part des Français expatriés. Ce sont les Français qui le font le mieux. Voilà, donc dans ce cas-là, ils ne sont pas tous des ambassadeurs, ou alors certains sont de piètres ambassadeurs, et ça, je pense qu'il faut le dire, parce que ça montre bien que certaines des raisons au départ sont négatives. Quand on voit le baromètre de l'humeur des jeunes diplômés, 50% disent qu'ils veulent s'expatrier pour travailler dans un environnement plus positif, donc sous-entendant que le nôtre n'est pas si positif que ça. Plus de 50%, 53% disent vouloir partir parce qu'ils n'ont pas un emploi à la hauteur de leur niveau de qualification. Donc ça, derrière, ça fait des personnes frustrées. Donc forcément, elles ne vont pas chanter nos louanges à l'étranger. Oui, mais il n'y a pas un pays, un pays de cocagne où ce serait, autrement on appellerait ça le paradis. Je veux dire, il ne faut pas non plus exagérer. Souvent, il y a des gens qui redécouvrent à la faveur de leur séjour, leur long séjour à l'étranger, tout ce que la France peut apporter de mieux, en l'occurrence de bons services publics, un service de santé, un pays de culture. Donc ça aussi, je pense que quand on reste assez longtemps en termes d'expatriation, on s'en aperçoit aussi. Et donc voilà, c'est pas tout blanc, tout noir. Je voulais dire à peu près la même chose, mais je voulais l'exprimer autrement. Je pense que les gens qui partent à l'étranger, peut-être surtout les jeunes, lorsqu'ils partent à l'étranger, ils cherchent à s'intégrer. C'est la première démarche. Donc ils apprennent la langue, ils se font plein d'amis dans le pays où ils sont. Et il y a toujours le réflexe de dire oui, la France, bon, c'est bien, mais c'est loin. Et puis, il arrive un moment où les racines françaises sont là et elles se développent et on a envie de retrouver des gens avec qui on partage un passé, même si c'est pas tout à fait le même. On partage une forme d'humour, on se comprend à demi-mot. Et ce qui explique d'ailleurs que dans les associations de Français de l'étranger, on n'a pas beaucoup de très jeunes, mais on a des gens qui sont là dans le pays depuis un certain nombre d'années, parce qu'ils veulent retrouver ce sentiment français. Et ils redeviennent à ce moment-là, alors peut-être pas des ambassadeurs, le mot est peut-être très fort, mais ils redeviennent des représentants de la France. Ouais, ça m'amène à un autre point aussi, dont on a parlé lors de ce colloque, c'est le difficile retour de ces expatriés. Ça a été l'objet d'un rapport remis au Premier ministre Manuel Valls par Hélène Conway-Mouret. Toutes ces lourdeurs administratives, là aussi, pour les Français de l'étranger qui reviennent et qui veulent réintégrer et retrouver une vie normale. C'est certain, mais je voudrais quand même rebondir sur cet aspect, parce que c'est aussi ce que disait Claudine à propos de ces personnes qui ont ce besoin de retour à la culture française. Et je crois que c'est tout le défi de notre enseignement français à l'étranger, parce que nous avons, moi en Grande-Bretagne, j'ai rencontré énormément de femmes binationales ayant épousé des Britanniques, mais avec une pression culturelle tellement forte de la Grande-Bretagne que les enfants n'apprenaient pas le français. Et ensuite reprochaient à l'âge de 20 ans à la mère de ne pas leur avoir appris le français, parce que nous n'avions pas d'école en dehors de Londres. Et c'est un énorme problème et ça, c'est un très, très grand défi parce qu'effectivement, nous avons 50% de binationaux et cela, il faut absolument que nous les aidions à transmettre le français à leurs enfants. Ouais. Et quant à encourager le retour, comme je le disais au début de l'émission, il faut que la France change elle-même et fasse des réformes parce que je suis quand même très impressionnée par les changements. Quand je suis arrivée à Londres il y a 30 ans, personne ne voulait aller à Londres. Un cadre muté à Londres voyait cela comme une punition. Aujourd'hui, tout le monde se bouscule pour venir à Londres. Et c'est quand même une interrogation que nous devons nous poser. Et ce ne sont pas les mesures qui vont
améliorer les choses, c'est vraiment plutôt, elles y contribueront, mais je crois que c'est vraiment un état d'esprit. Il faut que la France redevienne conquérante, justement si elle veut rayonner. Julien Gonzalez, un mot aussi sur cette question du difficile retour des expatriés. On l'a vu à travers ce rapport, ça les incite pas à... Oui, voilà, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour que ceux qui souhaitent revenir puissent le faire facilement. Je sais qu'il y a de grosses contraintes, hein, notamment si on rapatrie un patrimoine avec des questions fiscales qui sont très délicates. Mais juste un mot sur cet aspect. Au niveau international, l'OCDE dit que les pays riches vont avoir dans les années qui viennent à gérer l'immigration tout autant que l'immigration et à prendre des mesures qui viseraient à restreindre l'immigration des travailleurs les plus qualifiés ou au contraire à faciliter l'immigration des travailleurs les plus qualifiés. Pour revenir au pragmatisme dont vous parliez pour l'Angleterre, voilà, je pense qu'il faut avoir une sorte de politique des ressources humaines à l'échelle du pays, justement, et connaître les mécanismes, savoir qui part, pourquoi, et s'adapter. Christian Roudot et après Claudine Oui, Lepage. tout à fait d'accord avec vous. C'est une vraie question. Actuellement, j'aime l'expression il faudrait améliorer les relations humaines au niveau du pays parce que tous ces gens qui rentrent en France, ils ont une expérience extraordinaire. Non pas qu'ils soient devenus plus intelligents que d'autres à la faveur d'une expatriation, mais ils ont été aux avant-postes de la mondialisation. Ils ont eu une expérience qui est différente et on a le sentiment, et ces personnes qui rentrent en France, et je peux vous dire que moi-même je l'ai un peu ressenti, de revenir dans un pays encore conservateur, replié sur lui-même, qui ne veut pas entendre ce qui se passe ailleurs. Et tous ces gens, là pour le coup, ce seraient de vrais ambassadeurs qui diraient non pas ce qu'il faut penser, mais qui diraient voilà telle expérience. Et toutes ces personnes-là, je pense que vous avez beaucoup autour de cette table, on a tous eu ces retours de personnes qui ont dit moi, mon retour n'a pas été valorisé. Enfin, je me sens pas du tout valorisé en rentrant en France. Et pour moi, c'est un vrai gâchis de talent. Claudine Lepage, sur ce pays refermé, conservateur, tel que décrit par Oui, d'une part, je Christian voudrais Roudot. dire que le rapport de Hélène Conway-Mouret arrive à point, parce qu'en effet, c'est un parcours du combattant de revenir d'un point de vue administratif. Mais bien au-delà de cela, en effet, c'est dans les mentalités, c'est dans le regard des Français que c'est difficile. Alors, il y a la valorisation professionnelle. Je crois que c'est pas vraiment en France, on valorise relativement peu l'expérience professionnelle par rapport au diplôme. L'important, c'est le diplôme initial. Ce qu'on a fait après, c'est beaucoup moins important, le parcours. Donc, il faudrait déjà qu'en France, on s'habitue à valoriser l'expérience professionnelle. Et puis, le retour, c'est pas simple non plus au niveau des relations sociales. Le regard des gens, des Français, n'est pas forcément très favorable. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous êtes toujours en direct sur Public Sénat, nouvelle émission Sénat 360. Je vous propose tout de suite d'écouter les temps forts de la séance qui s'est tenue dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi. On se retrouve ensuite. Le Sénat, il a exprimé des réserves, non pas sur l'objectif, bien sûr, de ce texte, qui est la modernisation de la TNT et l'accompagnement du passage à la HD ainsi que le développement du très haut débit dans la téléphonie mobile, mais des réserves sur les modalités de mise en œuvre du transfert aux opérateurs mobiles de la bande de fréquence comprise entre 694 et 790 MHz. Alors que ce transfert doit intervenir dans 6 mois tout juste en Île-de-France, quand la nouvelle norme de compression du signal dite MP4 sera généralisée, nous avons en juillet exprimé nos craintes concernant le calendrier retenu ainsi que la prise en compte du préjudice des opérateurs. La CMP a retenu plusieurs dispositions que cette Assemblée a votées le 22 juillet dernier, qui sont venues utilement compléter le cadre initial de la proposition de loi dans le sens d'une meilleure protection de la plateforme TNT. Ainsi, tout d'abord, les obligations de couverture minimale de 95% de la population qui prévalaient pour les chaînes analogiques ont été étendues de manière pérenne à toutes les chaînes nationales de la TNT. Ensuite, et comme vous l'avez souhaité s'agissant de l'accompagnement des foyers recevant la télévision par la voie satellitaire, le gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de 3 mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'éligibilité à l'aide à l'équipement des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et qui ne reçoivent pas les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement. Enfin, les conditions de modification du contrôle d'un éditeur de services autorisé sur la TNT ont été renforcées
pour éviter les comportements spéculatifs sur des fréquences qui sont un instrument fondamental de la politique publique de soutien à la création. Le gouvernement s'est attaché tout au long des discussions à privilégier la voie du compromis entre les inquiétudes légitimes des acteurs et des téléspectateurs et les impératifs d'ordre budgétaire ou opérationnel. Il s'est montré soucieux de la conséquence économique de la réaffectation de la bande de 700 MHz sur les opérateurs de diffusion, qui se manifestera par l'arrêt de la diffusion de 2 multiplexes de la TNT. L'Inspection générale des finances a été saisie durant l'été afin d'évaluer l'impact de ces opérations sur le marché de la diffusion. Je crois que cette démarche responsable et les discussions que le gouvernement a d'ores et déjà engagées avec les opérateurs ont permis de rassurer tous ceux qui avaient exprimé des préoccupations légitimes. Enfin, concernant la mise en place de l'accompagnement financier des structures les plus fragiles, propriétaires d'équipements auxiliaires sonores, de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel, également dénommés les PMSE, l'Inspection générale des affaires culturelles a été saisie afin de déterminer les critères pertinents de ce dispositif. Et la mission doit rendre ses préconisations à la fin du mois d'octobre. Il est 17h30, Sénat 360, tout de suite le multiplex. Et pour nous accompagner tout au long de cet après-midi, nous serons en duplex avec nos journalistes. Nous serons en direct de l'hémicycle avec Tam Tranui. Elle nous dira tout des enjeux de la séance du jour consacrée à la modernisation de la TNT. Nous serons également en duplex avec Saveria Rojek à quelques heures d'une réunion cruciale pour l'avenir du groupe écologiste du Sénat. Il doit trancher ce soir sur la question de la présidence après la démission de Jean-Vincent Placé d'Europe Écologie Les Verts. Et puis nous retrouverons aussi notre envoyé spécial à Villeneuve-de-Loubet, Marie Brémaud, où un camping a été dévasté après le déluge meurtrier qui s'est abattu ce week-end dans les Alpes-Maritimes. On va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle. Tam, la séance vient de se terminer et vous pouvez nous en dire plus sur l'amendement qui vise la chaîne numéro 23. Effectivement, la séance vient de se terminer. Le texte a été adopté à l'unanimité dans une atmosphère plutôt consensuelle. Ce n'était pas une surprise, ce passage au Sénat était plutôt une formalité. Et déjà à l'Assemblée nationale, il s'était passé la même chose la semaine dernière, l'adoption à l'unanimité. Alors vous l'avez dit, ce texte comprend une mesure qui vise à empêcher la spéculation sur les fréquences et qui vise une opération en cours, celle de numéro 23. Alors le rachat de numéro 23. Numéro 23 est né il y a environ 2 ans et demi. Cette chaîne s'est vue attribuer une fréquence gratuitement, ou plutôt en échange d'un projet. Il s'agissait de créer une chaîne de la diversité, mais ensuite il n'en a rien été. La chaîne n'a pas du tout respecté cette convention, cette obligation. Et selon Didier Maisto, le président de Fiducial Média, qu'il avait lui aussi candidaté à l'époque pour obtenir une fréquence et qui avait échoué, c'est le début d'un véritable scandale audiovisuel, voire un scandale d'État. Écoutez-le, c'était à notre micro tout à l'heure. Nous avons un petit problème technique, on l'écoutera certainement par la suite. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que ça a été une opération financière juteuse, normalement, qui devait être mise en place pour ce rachat de numéro 23. Une opération qui permettait de gagner 90 millions d'euros et qui est contrecarrée par le texte qui a été débattu aujourd'hui et qui permet au CSA de refuser son agrément au rachat d'une chaîne de la TNT qui n'aura pas respecté sa convention, ce qui était le cas de numéro 23. Ajoutons que ce texte et le projet de loi de finances 2016 instaurent également une double taxation sur une telle cession qui devient donc beaucoup moins avantageuse. Merci beaucoup Tam. Et autre temps fort de l'actualité au Sénat, c'est la réunion du groupe écologiste. Il doit se retrouver à partir de 18h30 pour décider de la présidence du groupe. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek. Quelles sont les informations dont vous disposez, Saveria ? Écoutez Delphine, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette fameuse réunion s'annonce houleuse. Esther Benbassa me le disait encore ce matin. Jean-Vincent Placé ne peut pas rester à la tête du groupe. C'est une question d'éthique politique. Ce sont les mots de la sénatrice
sénatrice du Val-de-Marne qui est prête à quitter le groupe si elle n'obtient pas la tête de Jean-Vincent Placé, ce qui remettrait en question l'existence même du groupe, car je vous rappelle qu'il faut au minimum 10 sénateurs pour constituer un groupe au Sénat. Alors bien sûr, ici, tous les sénateurs me répètent que personne ne veut la disparition du groupe, d'où l'importance de cette réunion, mais pas sûr qu'une solution soit trouvée à cette occasion, car un des membres du groupe va devoir quitter cette réunion un peu plus tôt pour des raisons personnelles. Or, impossible de décider et encore moins de voter si les 10 membres du groupe ne sont pas présents. Donc à l'heure où je vous parle, la question de la gouvernance est encore loin d'être réglée. On entend beaucoup parler ce soir d'un ticket, un binôme, et c'est une des solutions possibles. Un binôme qui laisserait à Jean-Vincent Placé la vice-présidence du groupe. Quant à la tête du groupe, les noms de Ronan Dantec et de Corinne Bouchoux circulent. Corinne Bouchoux, avec qui je viens de m'entretenir, elle ne dément pas cette information de prendre la tête du groupe. La sénatrice dit surtout vouloir tout faire pour trouver une solution satisfaisante pour tous. Voilà Delphine. Merci beaucoup Saveria. Et puis on va tout de suite retrouver en direct de Villeneuve-Loubet notre envoyée spéciale Marie Brémaud. Bonjour Marie, vous êtes en direct de ce camping qui a été dévasté par les intempéries. Quelle est la situation sur place, Marie ? Écoutez, les personnes que nous avons croisées sont encore en état de choc. Il faut dire que le camping Le Sourire se trouve en bordure d'un petit cours d'eau, le Loup, qui en quelques heures s'est mué en une gigantesque vague qui, sur son passage, a tout emporté. Vous le voyez derrière moi, ici il y a encore les stigmates évidemment de cette nuit cauchemardesque, des mobil-homes déplacés, des voitures éventrées, le sol est jonché d'objets du quotidien, de la vaisselle, des fours, des éviers, des vêtements. La plupart des campeurs ici vivent à l'année, ils ont donc tout perdu en quelques heures et ils sont très inquiets de la suite. Tous craignent la lenteur des indemnisations. Or, très concrètement pour eux, il leur faut se loger, se vêtir, se nourrir. Heureusement, la solidarité s'organise petit à petit à Villeneuve-Loubet. Spontanément, des riverains sont venus ce matin apporter le petit déjeuner. Les gens apportent des vêtements ou viennent tout simplement donner un coup de main pour commencer à déblayer. Merci beaucoup Marie. C'est le nouveau rendez-vous de Sénat 360, rencontre avec un sénateur. Vous le voyez souvent dans l'hémicycle. Nous vous proposons de les découvrir dans leur circonscription. Nous avons suivi Frédéric Espagnac dans son département des Pyrénées-Atlantiques. C'est une rencontre signée Faustine Saint-Geniès. Alors vous êtes d'où vous ? La Maison des Vins. La Maison des Vins, d'accord, ok. Dégustation de produits locaux, serrage de main et surtout maîtrise des dossiers ruraux. À la foire au fromage de la Reims, Frédéric Espagnac, c'est la méthode terrain, la méthode Hollande. Un peu d'estive, oui, c'est du bon. Et pour cause, elle a passé près de 10 ans comme attachée de presse de François Hollande lorsqu'il était premier secrétaire du PS. Depuis 2011, elle creuse son sillon comme sénatrice des Pyrénées-Atlantiques et veut incarner une nouvelle génération de sénateurs. Vous êtes Frédéric Espagnac. Je n'ai pas l'habitude de voir des élus aussi jeunes. Avec 547 communes, la sénatrice se veut un chantre de la défense de l'identité de son département. Son seul regret, ne pas maîtriser les langues de sa région. Est-ce que vous parlez aussi une des langues du coin ? Poquitine. Un petit peu. Les langues régionales, c'est le dossier chaud qui mobilise la sénatrice en ce moment. Chef de file des socialistes au Sénat sur le sujet, elle consulte en vue de la ratification de la charte des langues minoritaires. Une promesse de campagne de François Hollande. Dans sa permanence, rendez-vous avec David Grosclaude, un élu local fervent défenseur de cette cause. Je suis citoyen de la République, bien sûr, au titre que vous. Et par contre, j'y arrive en parlant occitan, en parlant français. La France a signé la charte européenne en 1999. Sa ratification par le Parlement se fait toujours attendre. Le résultat s'annonce très serré au Sénat. Les langues régionales, elles font partie du quotidien. Elles sont c'est les garantes de notre origine, de notre identité, mais elles sont aussi dans le quotidien des gens, plus particulièrement des personnes âgées. Mais vous verrez, même des jeunes aujourd'hui qui se les réapproprient et qui en sont fiers. Après les langues, la sénatrice défend aussi le savoir-faire made in France, car qui dit Pays Basque dit bien sûr linge basque. Là c'est parti, nous on part de la matière première, donc on dispose sur le camp. Ouais. Ça c'est les bobines de fil qu'on fait teindre à Naï à côté de Pau. À Naï, d'accord, ok, donc c'est local. Dans cette entreprise, on tisse le fameux linge basque depuis 5 générations. Benjamin Moutet a repris le flambeau il y a 5 ans et amorcé un nouveau virage. Ça c'est un produit sur lequel effectivement
on réfléchit pour le cahier des charges. À 33 ans, ce jeune chef d'entreprise est en train de mettre en place un cahier des charges pour obtenir un label d'artisanat Made in France, une IG, indication géographique, créée l'an dernier par la loi Hamon. Une IG aujourd'hui sur un territoire d'un point de vue consommation, c'est un gage de qualité et c'est aussi un choix du consommateur. Comme on le disait, c'est des emplois non délocalisables parce que la réalité c'est surtout le choix clairement de garder ces industries sur les territoires comme les nôtres. Prochaine étape pour le chef d'entreprise et la sénatrice, faire reconnaître ce nouveau label au niveau européen. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de faire le distinguo entre label privé et label public, dans le sens où aujourd'hui, vous avez des labels qui sortent de tous les côtés. Frédéric Espagnac va donc solliciter ses collègues eurodéputés socialistes pour faire bouger les lignes à Bruxelles. Merci, au revoir. Une sénatrice au four et au moulin, aux langues et à l'économie, mais aussi au stade du Hameau à Pau pour une visite surprise. T'étais caché où, toi ? Au programme ce soir, un derby entre la section paloise et l'Aviron bayonnais. Et entre les deux, son cœur balance. Non, je peux pas être pour l'un ou l'autre là ce soir, mais bon, je suis quand même paloise. Ma mère est basque, mon père a grandi en Béarn, donc je crois que l'un et l'autre, je suis le fruit de ce département et j'en assume en tout cas la richesse. Je crois que cette double culture, elle est mienne et elle me compose aussi. Une identité qu'elle est bien décidée à défendre jusque sur les bancs du Sénat. Frédéric Espagnac, bonjour. Bonjour. On l'a vu, c'est dense les week-ends de sénateurs. C'est comme ça tous les week-ends C'est comme ça tous les week-ends. Je crois que c'est la caractéristique, heureusement d'ailleurs. Enfin, je crois que c'est plutôt passionnant. Vous voyez, on a beaucoup de chance à la fois de rencontrer des hommes et des femmes formidables, très engagés, comme nous, je crois. Et donc c'est ça qui est très important. Et puis c'est une richesse au quotidien. Avant d'entrer plus en détail sur le combat, sur ces langues régionales qui vous mobilisent en ce moment, un mot sur cette actualité tragique et ces inondations, puisque votre département, les Pyrénées-Atlantiques, sont aussi régulièrement frappés par ces intempéries. Encore en avril 2015, peut-être une réaction à ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes ce week-end. C'est beaucoup déjà un sentiment d'être d'abord de solidarité par rapport par rapport aux familles et à toutes les personnes, parce qu'il faut la détresse est terrible. Enfin, moi, vous le disiez, on a été on a eu des intempéries comme ça par 2 fois dans les Pyrénées-Atlantiques. D'ailleurs, la première, ce que va faire le président de la République mercredi en Conseil des ministres, une procédure exceptionnelle, elle a été commencée par nous, en l'occurrence à notre initiative, puisqu'on avait en Pays Basque 110 communes complètement dévastées, avec des gros chantiers, des problématiques de ponts complètement détruits. Donc il y avait une urgence et c'est vrai que ça a malheureusement permis de faire ce qu'ils vont faire mercredi matin, c'est-à-dire une procédure exceptionnelle, classement évidemment en procédure accélérée sur les, comment s'appelle ça, catastrophes naturelles, excusez-moi. Après, il y a aussi des fonds de solidarité qui sont alloués très vite aux communes pour les principaux travaux et notamment sur les grosses infrastructures qui sont non assurées. Et puis il y a aussi les problématiques agricoles, là c'est peut-être un peu moins le cas, mais là aussi il y a des aides très vite qui sont déclenchées, donc c'est très important et je crois qu'il faut rendre hommage au service de l'État dans ces moments-là, parce qu'en très peu de temps, pour passer en Conseil des ministres mercredi, ça veut dire que pendant 3 jours, là, ils auront travaillé 3 jours et nuit pour permettre très vite, en tout cas, que les classements se fassent. Oui, mais cette fréquence, cette périodicité, cette accélération de ces épisodes Sevenol, qu'est-ce que ça vous inspire? On est à quelques mois de la COP21. Vous l'avez dit, la nécessité, l'urgence de travailler aujourd'hui sur ces changements-là. Je crois qu'on a cru pendant longtemps que c'était juste une espèce de philosophie ou quelque chose comme ça, un peu on va dire caractérisé par certains huluberlus, c'est tout l'inverse. On le voit bien aujourd'hui, c'est notre quotidien à tous. On peut être impacté à tout moment et puis on s'y attend pas et ça dévaste des vies entières, des économies aussi, des territoires. Et donc ça, je crois que c'est l'urgence de la prise de conscience que va être la nôtre. Et puis ça se passe en France plus que jamais. Donc il y a une forte mobilisation du gouvernement, je crois qu'il faut le dire, à la fois de Ségolène Royal, Laurent Fabius, du président de la République. Je crois qu'on n'a pas le droit d'en sortir sans résultat. Oui. On sait aussi qu'il y a cette frénésie immobilière sur certains territoires. Les élus sont en première ligne. Est-ce qu'il faut revoir les règles d'aménagement du territoire? Oui, évidemment. Enfin, je le connais dans le sud-est, je peux vous dire, je le connais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. On est sur la côte atlantique, mais c'est en plus une montée des prix catastrophique pour les locaux. C'est-à-dire que très souvent, il n'y a plus de possibilité de se loger. Et puis, il y a des dérives terribles en termes d'urbanisme qui sont faits, certes pour les touristes, pour les gens peut-être un peu plus aisés, mais qui au final ne sont que de passage et qui impactent au quotidien la vie des gens qui y habitent.
Et donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de passe-droit, en tout cas sur ces questions-là, parce qu'on voit les conséquences premières. La nature reprend toujours ses droits. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. On en vient maintenant à ce qu'on a vu dans ce reportage et ce combat en faveur des langues régionales et minoritaires. Pourquoi la ratification se fait-elle autant attendre? La charte a été mise au point en 92, signée en 99. Oui, vous le voyez bien, c'est un débat à la fois qui traverse tous les partis politiques, donc ça c'est une chose intéressante. Et puis il y a cette espèce de combat, on va dire, millénaire, les Jacobins contre les Girondins quelque part. Et c'est vrai, ça fait aujourd'hui partie du débat. J'ai le sentiment que le Sénat a un peu bougé. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la droite en arrivera à une procédure exceptionnelle, malheureusement pour empêcher ce débat, je ne le souhaite pas. Mais je crois que ça fait aussi partie de la richesse de nos territoires. Il y a quelqu'un qui a, hier, ce week-end, quand elle nous a suivis, qui a dit mais c'est vraiment la bataille de la génération Coca-Cola contre l'autre. Et l'autre, aujourd'hui, c'est la plus jeune qui revendique ses racines. Et dans un monde mondialisé, plus que jamais, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert aux autres, bien au contraire. C'est aussi apprendre qu'il y a plusieurs langues, plusieurs cultures, et qu'il n'y a pas un modèle. Et c'est aussi, je crois, le respect de l'autre et l'ouverture à l'autre. Et puis on le voit souvent aujourd'hui, les enfants qui très jeunes apprennent une langue régionale ou autre, sont souvent ceux qui ont les meilleurs résultats derrière. Et c'est pas un hasard, c'est une ouverture aussi énorme en termes d'éducation et même, on va dire, cérébrale, puisque ça fait, on utilise en tout cas des parties du cerveau qu'on n'utiliserait pas si on les utilisait pas. Donc je crois que c'est très important. Ça ne sera pas un combat facile, puisque le Conseil d'État n'a pas donné un avis favorable au texte. Et puis, on sait que dans la Constitution, la langue de la République, c'est le français. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je crois qu'il y a une fierté à la fois être français et en même temps, la France, c'est des territoires. C'est être breton, c'est être basque, c'est être béarnais, c'est être auvergnat. Et je crois que l'exception culturelle française, elle a du sens. Et en l'occurrence, c'est aussi la richesse de notre pays que d'avoir à la fois des territoires à identité sans pour autant penser que c'est un danger pour la République. Oui, mais que répondez-vous justement à ceux qui voient une remise en cause du principe d'unicité de la République? Je vous cite Henri Guénaud, cette charte est inacceptable, c'est un retour au Moyen-Âge, dit-il. Je crois que le Moyen-Âge, c'est de pouvoir justement avoir ce genre de propos. Je crois qu'aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un gros travail qui a été fait. Moi-même, j'avais été co-rapporteur de la commission Filippetti avec M. Jacques Legendre, sénateur UMP. Je crois qu'il y a un gros travail qui a été fait sur ce sujet-là. On a donné toutes les garanties nécessaires pour qu'en aucun cas on puisse penser que ça puisse être un premier pas vers une évolution potentielle. Non, c'est juste la reconnaissance aujourd'hui d'un état de fait, du fait que aussi des jeunes et des anciens, parce qu'on a aussi beaucoup d'anciens qui parlent encore, et heureusement ces langues-là. Et je cite souvent mon exemple, à Bayonne, on a un hôpital où enfin il y a une convention qui a été passée avec l'Office public de la langue basque pour permettre aux anciens de pouvoir aussi s'adresser en basque avec le personnel soignant, parce que souvent ça a été leur première langue. Et quand on a 90 ans ou 100 ans, écoutez, ma foi, si on peut leur permettre d'avoir un certain confort, c'est la moindre des choses. S'il y a déjà des établissements hospitaliers. Si, il y a le besoin, parce que c'est une promesse à la fois, et je crois que dans l'usage des choses, je crois que cette reconnaissance, elle est importante. Moi, je voudrais juste saluer évidemment le travail qu'a fait Jean-Jacques Urvoas à l'Assemblée nationale. Vous le savez, c'était lui qui avait posé la proposition de loi, et je crois qu'aujourd'hui, ça va dans le cursus qu'on a suivi. Depuis 2012, il a fallu du temps. Commission Filippetti, à l'Assemblée nationale, proposition de loi. Voilà, on y est enfin. Moi, je demande qu'une chose à la droite. Faisons ce débat. Il y aura un vote, mais ne passons pas par une motion de procédure qui empêcherait, et tout simplement, toute possibilité de débat entre nous. Oui, c'est une promesse de François Hollande également. Est-ce que ça risque d'être une promesse encore non tenue ? En l'occurrence, ça ne sera pas notre fête. Si malheureusement ça devait être le cas, je ne le souhaite pas. Moi, je pense que, en l'occurrence, la moindre des choses, ce que je vous dis, c'est qu'on ait ce débat entre nous. Je pense que le Sénat a beaucoup changé, d'ailleurs. J'ai certes le souvenir à l'époque de Jean-Luc Mélenchon, mais avec M. Badinter, qui est quelqu'un que j'admire, que j'aime beaucoup. Et en même temps, je crois que les choses ont tellement évolué sur le terrain, dans la vie au quotidien. Donc, laissons tout simplement les choses se faire et donnons une place à ce qui est au final qu'une richesse pour la France. Oui, je voudrais revenir également à ce qu'on a vu dans le reportage. Notre engagement, celui pour les identités géographiques, les IG. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? On n'entend pas forcément parler par rapport aux AOC. Alors, c'est à peu de choses près. La question, c'est que là, en l'occurrence, ce que vous avez vu, c'est donc une entreprise à Orthez en Béarn. C'est une entreprise
entreprise qui aujourd'hui a besoin de ce label IG, donc indicateur géographique. C'est pour là, en l'occurrence, non alimentaire, puisque vous savez que ça existe pour l'alimentaire. On a des AOP, permettez-moi juste de citer quelques-unes en Pays Basque, le piment d'Espelette, qui est sans doute la plus connue, mais bien d'autres. L'IG, c'est pareil. Je crois que c'est aujourd'hui un label qui permet avant tout de protéger ces industries et ces artisans. Je rappellerai l'incident La Guiole, qui s'est fait piquer son nom et qui derrière avec des contrefaçons. Donc c'est une garantie à la fois de sécurité du produit, de la qualité, à la fois pour les industriels, pour les consommateurs. Et puis ce sont, comme on l'a dit, des emplois non délocalisables. Et donc je crois que c'est la richesse de ces territoires aussi de savoir les préserver. Je vous parlerai évidemment de Mauléon et des comment ça s'appelle, excusez-moi. Des espadrilles de Mauléon, du savon de Marseille. Voilà, ça, c'est la qualité de nos territoires. C'est cette petite pépite qui fait que la France est différente qu'ailleurs, qu'elle a cette saveur. Je crois qu'il faut savoir les protéger. Et puis, vous l'avez dit, on travaille aujourd'hui avec Virginie Rosière, à qui je voudrais rendre hommage à Bruxelles, avec Pierre Moscovici, à qui j'ai demandé d'intervenir, puisque à ce jour, la Commission européenne a certes voté, le Parlement a voté le rapport de Virginie Rosière, mais ne le met pas lors du jour de la Commission sur les travaux du marché intérieur. Et c'est indispensable parce qu'une fois qu'on a fait valider le cahier des charges, qu'il est validé par l'INPI, ça permet derrière, ne serait-ce que pour l'été prochain, elle protège les territoires, la Commission européenne aujourd'hui, elle les protège? En partie, je pense qu'elle y travaille, c'est jamais simple, vous savez bien comment est l'Europe, mais arrêtons là aussi de taper dessus. La preuve, si elle fait ce travail-là, ça permettra plus que jamais de protéger, en tout cas, ces PME, ces industries qui aujourd'hui, vraiment, sont aussi des sources d'emploi. Cette entreprise-là, il y a quelques années, elle était à 2500. Elle a eu une grosse difficulté. Le fils, à l'époque de 23 ans, je crois, à l'époque quand il a repris cette entreprise. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Aujourd'hui, il a recommencé à créer des emplois. C'est formidable. Alors, autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est ce mandat de sénatrice, de parlementaire. On a vu dans ce reportage des habitants que vous rencontrez. Ils sont surpris par votre jeunesse. Est-ce que ce mandat de sénatrice, c'est le meilleur mandat, selon vous, pour justement bien représenter et défendre les territoires? Écoutez, moi, j'ai pas envie de poser un mandat à un autre. C'est vrai que beaucoup de gens, quand j'ai été candidate, peut-être s'y attendaient pas, en se disant mais pourquoi elle va vers le Sénat? Oui, je crois que je l'assume en fait. J'aime beaucoup ce relationnel au terroir, aux gens, aux collectivités locales qui sont aujourd'hui aussi les défenseurs des territoires, les services publics, très importants, on le dit pas assez, les maisons de santé. Je travaille avec La Poste aujourd'hui, avec Monsieur Val, et je lui rends hommage en tout cas d'avoir eu cette idée de vraiment accepter ce pacte avec l'État pour créer 1000 maisons de services publics partout en France. C'est indispensable. Il y a le rural, il y a l'urbain, il y a les montagnes. On l'a vu tout à l'heure, mais moi j'ai un territoire qui fait tout, c'est-à-dire qui va du fin fond des montagnes à la côte magnifique atlantique. Voilà, je crois qu'il y a cette richesse-là, et c'est vrai que c'est peut-être pas le cas de tous les sénateurs, mais pour ma part, oui, c'est un mandat que j'adore. Oui, le Sénat, c'est l'institution la mieux placée pour défendre les territoires. Il ne faut pas le fusionner avec le CESE, comme le préconise... Comme le préconise Claude Barthelone. Non, je ne crois pas. Non, pour moi, ça serait une erreur. Je pense qu'on a tort à chaque fois de vouloir dire le Sénat ne sert à rien. Écoutez, vous l'avez dit, j'ai travaillé pendant 10 ans avec François Hollande. Je l'ai accompagné, certes, sur tous les territoires français. Je l'ai surtout accompagné à l'Assemblée nationale pendant 10 ans. Je note une chose marquante qui se dit, mais j'ai envie de le souligner ici. Le temps n'est pas le même au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Le travail de fond qui est fait, qui est aussi proposé aux sénateurs est réel, et indéniablement, on le voit, c'est pas un hasard si souvent on est avec des accords, quelles que soient les étiquettes politiques, sur des rapports conjoints et votés à l'unanimité. C'est ça le Sénat. C'est une façon d'aborder la chose publique, en tout cas complètement différente de l'Assemblée nationale, peut-être un peu moins dans la polémique et plus sur le fond. Je crois que c'est de plus en plus reconnu, et donc je pense que s'il faut, je ne sais pas si c'est le cas, en tout cas réduire le nombre de sénateurs, ça peut se discuter, mais allez... Ça fait partie des propositions. Oui, c'est pour ça que je vous en parlais. Après, pour repartir sur une autre proposition, à enlever le droit de veto du Sénat, en l'occurrence sur les langues régionales, si c'est ce que la droite fait, en l'occurrence ça permettait de passer outre. Donc il y a des bonnes propositions aussi. Il y en a peut-être d'autres sur lesquelles je suis moins d'accord. Gérard Larcher, le président du Sénat, a dit que c'était une imposture, ce rapport. Je ne suis pas d'accord avec tout, indéniablement. Je suis même un peu surprise par certaines recommandations. Je veux dire, quand je vois... Par exemple c'est peut-être pas le point le plus saillant, mais que le président de la République doit avoir l'accord du Parlement avant d'aller négocier au niveau européen. Enfin, il y a eu des urgences.
Est-ce qu'on avait le temps de à chaque fois demander une réunion du Parlement pour faire voter à 2/3 une autorisation du président de la République? Non, je pense que le président de la République est garant lui-même des initiatives qu'il a à prendre, et de ce point de vue-là, on peut l'accompagner sur évidemment l'engagement de l'armée, mais au préalable, enfin, il y a des urgences, je crois, dans la vie politique, a fortiori dans le temps dans lequel on est, et je crois qu'il faut laisser à la fois au président de la République toutes ses prérogatives, et puis après, est-ce qu'il faut réduire le mandat, en tout cas, enfin, l'élargir à 7 ans, en faire qu'un, est-ce qu'il faut réduire le nombre de parlementaires? Bon, tout ça est soumis à débat, on verra bien. Quand vous êtes dans votre département, est-ce que vous avez le sentiment que votre travail de sénatrice est reconnu à sa juste valeur? Ça dépend, je pense qu'il y a plusieurs... Enfin, j'espère en tout cas, je crois que oui. Enfin, déjà, je suis une jeune sénatrice, vous l'avez dit, donc j'ai pris le chemin à l'inverse, on va dire, du cursus habituel d'un sénateur. En général, on est maire, on est président du conseil général, puis on arrive au Sénat après. Moi, j'ai fait l'inverse, donc je suis à la fois dans une popularité peut-être un peu moindre que ceux qui sont là depuis très longtemps, et en même temps, je crois que, oui, depuis 3-4 ans, je pense avoir pris ma place. Je crois que je suis présente sur le terrain. J'essaye en tout cas de résoudre au maximum et d'accompagner les collectivités locales et les élus. Et puis après, c'est les urnes qui le diront. On verra. Vous envisagez de vous représenter aux prochaines élections sénatoriales? Je vais essayer. Oui. Le mode de scrutin a changé, donc ça change. J'ai été élue au suffrage uninominal indirect, dans des conditions d'ailleurs où on ne m'attendait pas. C'est plus compliqué sur un suffrage de liste, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pense, parce que dans un département comme le mien, on a perdu beaucoup de municipalités, donc ça ne sera pas simple et rien ne garantit même qu'on puisse avoir un sénateur socialiste, donc, mais je vais tout faire pour. Est-ce que vous, sur le terrain, vous constatez bien que le lien entre la population, les habitants et le politique s'est effrité au fil du temps? Oui, mais je crois que les gens sont aussi lucides à la fois sur les politiques qu'ils voient au quotidien. Donc je crois qu'il faut aussi faire attention. Un homme politique, c'est avant tout un militant, premièrement. C'est quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un qui est au service des autres. Vous l'avez vu, on ne compte pas notre temps. Ni le soir, ni les week-ends. Voilà, on a signé pour, mais je crois que ce travail-là, quand on est sur le terrain, il est apprécié, il est vu. Alors, est-ce qu'il y a évidemment des colibés à certains moments? Oui, dans le côté où vous, les politiques... Est-ce que les citoyens se détournent de la politique, Frédéric Espagnac? Ça dépend où, ça dépend comment, ça dépend les gens avec qui ils sont. La crise démocratique, elle est là, bien sûr, mais je crois qu'il faut aussi, tout dépend les élus qu'ils ont eux-mêmes chez eux sur le terrain, donc... Écoutez, sans doute, je ne vais pas le nier, mais je vois aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui rentrent de plus en plus dans le monde des milieux associatifs, qui continuent à s'engager. Donc j'ai tendance à penser que si les gens ont envie de s'engager, c'est bien qu'ils ont envie de défendre des choses et qu'ils ont envie de... Alors à certains moments, si, autorisez-moi ça, il s'est passé chez moi quelque chose de formidable qui s'appelle un mouvement... apolitique, Alternativa, qui a fait le tour de France à vélo, qui a réuni 60 000 personnes à Paris, à République. Les médias n'en ont pas parlé, c'était dans le cadre de la COP21. Et quand on arrive à lever 60 000 personnes quasiment en un mois, en tournant partout en France, ça veut dire aussi qu'il y a une demande. Et que ça veut dire, là, en l'occurrence, que le politique n'y répond pas suffisamment. Donc c'est à nous de remettre en question. Mais je crois que les gens ont envie, c'est à nous de ne pas laisser décevoir. Vous l'avez dit vous-même, vous avez été l'attaché de presse de François Hollande, vous l'avez côtoyé encore régulièrement. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la communication présidentielle? On sait qu'on en a beaucoup parlé après la diffusion du documentaire d'Yves Gelin, envoyé Gaspard Ganser, bien tout contrôler. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que ça m'inspire, c'est que, vous savez, la communication reste toujours pour moi que le sommet de l'iceberg. L'important, c'est pas la communication, l'important, c'est la politique et le fond, c'est-à-dire qu'elle est au-delà d'une stratégie potentiellement, quelles sont les idées qu'on défend, quelle est en effet la stratégie pour demain, faire en sorte que la courbe du chômage baisse. C'est ça l'important. Après, vous l'avez dit, 10 ans... je ne crois pas qu'on m'ait vu souvent sur des photos ou sur un film. En tout cas, j'ai toujours fait le nécessaire pour être derrière. La question n'était pas d'exister. La question, c'était de faire bien mon travail. Voilà, donc c'est peut-être... je pense que Gaspard Ganser a fait un beau travail auprès de François Hollande. Et en même temps, je crois que quand le travail parle de lui-même, on n'a pas besoin de se montrer à la caméra. Oui, c'était pas une bonne idée alors d'ouvrir à l'Élysée? C'est une bonne idée d'ouvrir à l'Élysée pour voir comment les choses se passent. Si on montre un président de la République en train de prendre des décisions, en train de voir au quotidien quel est l'agenda d'un président de la République. Parce que là aussi, c'est, je pense, un mandat très très prenant, avec, je crois, beaucoup de
comment dire, de fantasmes, mais peu de réalité sur ce que ça veut dire. Je crois que c'est aussi sans doute un isolement, c'est aussi faire en sorte qu'un président de la République reste au contact de la réalité et des élus et des citoyens, ce qu'il fait. Je suis toujours très surprise de la lucidité qui est la sienne. Pendant longtemps, je me rappelle de Lionel Jospin, avant 2001, qui s'était enfermé à Matignon, et je me rappelle que François disait toujours, si ça doit m'arriver, enfin surtout rappelez-moi ça. Et je suis toujours surprise quand je le vois, de l'extrême lucidité dans laquelle il est de la situation. Merci beaucoup Frédéric Espagnac. Je ne vous Merci présente pas Alexandre Darmon. Non. Je vous laisse bien dans ses mains expertes. Merci Delphine. Bonjour Madame la sénatrice ou Madame le sénateur. D'ailleurs, vous préférez quoi? L'un ou l'autre, peu importe. Bon, je veux dire Madame Espagnac, je vais mettre tout le monde d'accord. Vous êtes née à Tarbes. Je ne donnerai pas votre âge, car ma mère m'a toujours appris qu'il ne fallait jamais donner l'âge d'une femme. Mais sachez que je suis née en 1988, que vous êtes née 16 ans environ avant moi. C'est ça. Voilà, ce qui fait de vous l'une des plus jeunes élus de l'hémicycle et de moi l'un des plus jeunes chroniqueurs de Public Sénat. Alors comment se manifeste cette jeunesse, cette modernité? Eh bien d'abord par votre compte Twitter. J'ai fait une très grosse enquête, vous y êtes très suivi, très active et vous avez environ 6155 abonnés. Oui. C'est beaucoup, 156 parce que je vous ai suivi avant le début de l'émission. Et vous postez beaucoup d'informations sur ce compte, notamment une qui a attiré mon attention. Le piment rouge se fume dans le Béarn. Ah, mais c'est fou. Juste. C'est fou quand même. N'est-ce pas? Oui, et c'est ça votre prochain combat au Sénat ou pas? Non, du tout. Non. Légalisation du piment rouge, non, c'est pas votre prochain combat? Non, mais c'est déjà une AOP, donc elle est déjà reconnue. D'accord, ok. Voilà, donc c'est la plus belle AOP sans doute qui existe en France. Elle est mondialement connue, c'est le piment d'Espelette. Très bien, j'essaierai. En tout cas, Madame Espagnac, vous avez la double nationalité départementale, Béarn, Pays Basque. C'est deux territoires très forts que vous représentez. Mais c'est vrai, il faut le dire que le côté basque occupe une place un peu plus importante. Oui, non? Non, c'est ce qui s'est dit à un moment donné, parce que j'ai eu un combat que je continue à mener, c'est une reconnaissance institutionnelle du Pays Basque. Il y a eu en 81, juste en 2 secondes, une promesse qui n'a pas été tenue par la gauche, par François Mitterrand, qui était le département basque. Et donc là, aujourd'hui, on travaille sur une intercommunalité unique du Pays Basque, et c'est vrai que je m'y suis engagée dès mon élection. Donc vous voyez, ça fait 4 ans, on va risquer peut-être d'arriver. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, je vous ai beaucoup regardé sur l'antenne de Public Sénat, et vous décrivez une merveille au Pays Basque. Je vous propose qu'on écoute. C'est d'en manger, c'est voter. On écoute tout de suite. Alors voilà, ça c'est la merveille du Pays Basque, c'est les macarons à dos. Avec à chacun son histoire, en tout cas la Madeleine Proust pour tous les enfants de Saint-Jean-de-Luz. Mais des fois, on regrette de ne pas être né à Saint-Jean-de-Luz, Madame la sénatrice, sincèrement. En parlant de points communs, parce que j'adore les gâteaux aussi, on apprend aussi dans le reportage diffusé aujourd'hui que vous êtes supportrice de rugby, notamment de Pau, le club de la section paloise, qui vient de remonter en top 14. Tout à fait. L'objectif, c'est le maintien. Oui. Voilà, vous êtes très proche de François Hollande aussi, dans le même temps. Vous avez été attaché de presse. Est-ce que son objectif pour 2017, c'est le même, c'est le maintien ou pas? C'est le maintien. Que le maintien? Je parie avec vous qu'il y arrivera. Ah bah, très bien, on prend note. En tout cas, après avoir été porte-parole du Parti Socialiste, vous êtes une sénatrice accomplie sur le terrain, appréciée de ses collègues, avec des combats comme les langues régionales, mais aussi la parité en politique. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'un jour, au Sénat, on pourra avoir une femme présidente? Oui, bien sûr, je l'espère en tout cas. Ça serait un beau symbole. Comme à l'Assemblée nationale, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je crois qu'il faudra, en l'occurrence, à la fois qu'un jour il y ait une femme présidente de la République en France, mais surtout, évidemment, à la tête d'une des 2 assemblées, si possible. Pourquoi pas vous? Vous l'avez dit, on a le temps. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci à tous les deux. Il est 18h, merci de nous retrouver en direct sur Public Sénat. C'est l'heure de notre multiplex avec nous pour nous accompagner cet après-midi. Saveria Rojek, le groupe écologiste doit se réunir maintenant d'ici 30 minutes. Groupe écologiste en pleine crise, vous nous direz dans un instant ce qu'il en est. Nous retrouverons également Marie Brémaud, notre envoyée spéciale. Marie qui se trouve dans le sud-est de la France après les intempéries du week-end. Vous serez, Marie, en direct avec nous du camping de Villeneuve-Loubet. On en vient, je le disais maintenant, à ce déluge meurtrier qui a fait 20 morts selon un dernier bilan, l'équivalent de 2 mois de pluie en quelques heures, des trompes d'eau qui ont atteint des niveaux exceptionnels, plongeant toute une région dans le chaos. Ce matin, les habitants pansent leur plaie, mais les dégâts sont considérables et le bilan humain très lourd avec 20 morts. Pauline Dame. Les opérations vont commencer. Armés de seaux et de balais, ils ont répondu présents ce matin à l'appel de la mairie. À Biot, l'heure est au grand nettoyage. Les débris charriés par les eaux de la Brague sont évacués. Ici, les précipitations ont atteint 200 mm, soit l'équivalent de 2 mois de pluie.
Réparer les dégâts, mais aussi soulager les habitants. Beaucoup ont beaucoup de choses à dire, ont beaucoup de choses à partager sur ce qu'ils ont vécu et ils ont besoin de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Donc c'est vraiment beaucoup d'écoute, je pense. On arrivera à remettre en état, je dirais, tout ce qui est de l'ordre des objets, des routes, etc. Mais moi, je sens un réel traumatisme chez les gens. Dans cette commune de 10 000 habitants, 3 pensionnaires d'une maison de retraite ont péri noyés samedi soir. Des pluies torrentielles qui ont transformé en quelques heures des rues en rivières. Au total, 19 personnes ont trouvé la mort dans ces inondations. Mandelieu-la-Napoule a payé le plus lourd tribut. 8 personnes sont décédées, piégées dans les parkings souterrains de leur résidence. 9000 foyers sont toujours privés d'électricité. Mercredi, l'état de catastrophe naturelle sera prononcé. Il permet aux sinistrés d'être indemnisés pour leurs biens garantis. Une aide financière qui n'efface pas le drame, mais permet peut-être de se relever après la tempête. Voilà, et entre-temps, le bilan s'est alourdi. Il s'établit désormais à 20 morts. La forte urbanisation du secteur couplée au réchauffement climatique certainement en cause dans ce drame. Et pourtant, le Sénat avait publié plusieurs rapports sur les inondations dans le sud-est. Quelles étaient ces préconisations? Quentin Calmy. 23 morts dans le Var en 2010, 35 morts en Vendée la même année. À chacune de ces catastrophes, le Sénat s'empare du sujet des inondations, le premier risque de catastrophe naturelle dans 2 communes sur 3 en France. Des rapports souvent repris in extenso par l'exécutif, comme ici, 1 an après la tempête Xynthia en 2011. Il faut que les gens sachent à quoi correspond une alerte. Par exemple, vous avez la sirène. Bon, d'accord, vous avez une sirène. Qu'est-ce que je dois faire quand il y a une sirène ? Principale défaillance pointée du doigt, la prévention, des dispositifs souvent peu dynamiques, véritable maillon faible de l'action de l'État. Dès 2010, le Sénat préconise par exemple la formation au risque auprès des jeunes dans les écoles ou encore des malus pour les assurer en cas d'absence d'efforts de prévention. L'ambition, développer auprès des populations toute une culture du risque. En France, nous n'avons pas une bonne culture du risque. Nos sociétés, qui sont très avancées technologiquement, ont cru pouvoir éliminer le risque. Et on a beaucoup parlé de risque zéro, mais on n'a pas du tout éliminé le risque. À chaque crise, les sénateurs s'interrogent également sur l'urbanisation des zones sensibles, aux préfectures de mieux aiguiller les élus et aux procureurs de la République de se saisir plus rapidement des contentieux. Ces rapports du Sénat permettent aussi de chiffrer le coût de ces drames, plus d'1 milliard d'euros à chacune de ces catastrophes. Et pour parler des conséquences de ces intempéries meurtrières, 4 invités m'ont rejoint sur ce plateau. André Gattolin, bonjour, bonsoir. Vous êtes sénateur Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Face à vous, Jean-Pierre Leleux, bonsoir, sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes, le département endeuillé. On va prendre des nouvelles de ce département dans un instant avec vous. J'accueille également Philippe Drobinski, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes également professeur chargé de cours à l'École Polytechnique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gilles Galéan est également avec nous. Vous êtes directeur technique pour ERDF. Merci à tous les 4. Ma première question s'adresse à vous, Jean-Pierre Leleux. On vient de le voir. Ce bilan qui s'alourdit, il s'établit désormais à 20 morts. Eh bien, quelle est votre première réaction? C'est pas la première, parce qu'on s'est déjà éveillé dimanche matin avec un spectacle de désolation, particulièrement dans la zone du littoral. Moi, je viens de Grasse, et Grasse, qui est légèrement en amont du littoral, à une quinzaine de kilomètres, a été relativement épargnée. Or, par contre, j'étais dans ma voiture bloqué pendant 7 heures entre Antibes et Mandelieu. Et donc, j'ai pu assister à cette précipitation que je crois vraiment être exceptionnelle. Et le lendemain matin, effectivement, c'est un drame que l'on a constaté, sans doute très difficilement prévisible de par sa concentration, sa rapidité, son temps de latence sur un espace très court. Et quand on voit les statistiques de pluie, enfin 2 mètres d'eau, enfin c'est énorme. Voilà, c'est un vrai drame avec des victimes, donc un bilan qui s'alourdit et dont on constate qu'ils sont à plusieurs endroits du département. C'est pas une grande vague qui
aurait malheureusement emporté des victimes, mais à plusieurs endroits et dans des circonstances qui méritent quand même d'être approfondies en termes de prudence et de pédagogie, parce que voilà, je crois que c'était un drame difficile à prévoir. On va y prévoir. venir dans un instant. Philippe Drobinski, Jean-Pierre Leleu vient de dire que ce drame était très difficilement prévisible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Alors effectivement, enfin, c'était extrêmement localisé, c'était explosif, hein, et donc la capacité, l'événement même était probablement assez peu prévisible, et effectivement donc a pris de court à peu près tout le monde à ce moment-là. Oui, André Gattolin, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que on n'aurait pas pu sur l'événement davantage, proprement oui. dit, c'est toujours difficile à prévoir. On sait que ce type d'accidents climatiques se multiplient, ce qu'on appelle les accidents cévenols sont amenés à se multiplier. Alors, je ne suis pas climatologue, mais la relation avec la météorologie est très complexe. D'ailleurs, elle appelle à l'élaboration de modèles plus importants. On est dans une conjonction de causes. Il n'y a pas que le climat, il n'y a pas que la météo proprement dite. On a parlé de l'artificialisation des sols. Moi, je dis souvent aussi que les montagnes des Maures et de l'Estorel, avec les incendies, ont été complètement victimes d'une déforestation et que ça participe à la rétention de l'eau. Et on a une série de phénomènes conjugués auxquels s'ajoute, comme le soulignait mon collègue et avec qui je veux dire toute ma solidarité et sympathie, Jean-Pierre Leleu, c'est effectivement la prévention, comment on apprend les gestes aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire. Quand je vois que pratiquement la moitié des personnes qui sont décédées en sortant de leur logement pour aller essayer de sauver leur voiture, ils se sont mis en risque et on se dit c'est terrible parce que il faudrait quand même, comme on le fait près d'une centrale nucléaire, comme on le fait pendant les périodes de canicule, les gens sont maintenant informés. On ne sait pas quand ça va se produire précisément, mais on peut en amont travailler bien mieux à la prévention. Oui, on va poursuivre ce débat dans un instant, mais nous sommes en ligne avec Pierre-Yves Collombat, votre collègue sénateur RDSE du Var. Pierre-Yves Collombat, vous aviez été le rapporteur d'une mission d'information au Sénat sur les inondations. Est-ce que finalement vos préconisations n'ont pas été respectées? C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est navrant dans cette affaire et qui vont se reproduire, eh bien, c'est que on a maintenant un certain nombre de moyens pour pas pour régler, mais pour améliorer la situation. Et je constate que les choses n'avancent absolument pas. Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est qu'il faudrait revenir sur un certain nombre de préventions et d'abord prendre au sérieux le problème. Parce que, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des inondations catastrophiques, et maintenant c'est à peu près au minimum une fois par an, eh bien on fait des émissions de télévision, le président de la République se déplace, enfin, etc. Mais les choses sont bloquées. Par exemple, nous avons, suite au rapport que nous avions fait avec mon collègue le maire de Louis-Nègre, le maire donc de Cagnes-sur-Mer, nous avons fait un certain nombre de préconisations. On a pu faire passer en force de loi un certain nombre de dispositions, notamment attribuer la compétence aux intercommunalités. On a pu trouver des possibilités donc de financement à travers la fameuse taxe génétique qui a fait couler beaucoup d'eau à l'époque. Bon, mais on a assisté à quoi? Eh bien, à des manœuvres de retardement. On a assisté donc au fait qu'il y a des réticences fortes pour mettre en place ces dispositifs, parce que je vous ai entendu tout à l'heure, tant qu'on n'aura pas une vraie politique de prévention sur le long terme, parce que c'est une affaire qui prendra du temps, eh bien, on n'avancera pas. Il y a à la fois des problèmes d'investissement, de suivi donc dans les réalisations pour domestiquer, si c'est possible, le flot, et puis d'autre part, comme cela a été dit par les collègues tout à l'heure, un problème d'éducation, surtout un problème de politique envers la population. Il faut que les inondations, le risque d'inondation, soient pris en charge à la fois par les collectivités et par sa population, par la mobilisation de cette population, pour faire réaliser que c'est un vrai danger. Oui, c'est la forte urbanisation qui est également en cause, selon vous. On se souvient dans ce rapport que vous aviez évoqué cet aspect très important dans le sud-est d'un territoire modelé, remodelé par la main de l'homme. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Parce qu'il n'est pas possible
de changer totalement et du jour au lendemain l'urbanisation telle qu'elle est. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer d'apprendre à vivre avec le risque. C'est un certain nombre de ces préconisations que nous avons fait. Nous avons en première lecture, un texte a été adopté au Sénat, mais il attend toujours pour être inscrit à l'Assemblée nationale. On a demandé donc au ministre chargé des relations avec le Parlement, mon groupe a demandé que ce texte soit inscrit à l'Assemblée nationale pour que, encore une fois, la maîtrise de l'urbanisation soit non pas simplement quelque chose d'imposé de l'extérieur qui crée de telles réticences que les choses n'avancent pas, mais vraiment la prise de conscience que ça doit être un acte commun, ça doit être une réflexion entre les élus, la population et l'État pour arriver à... Merci Pierre-Yves Collombat d'avoir été en direct dans ce journal. On poursuit le débat et beaucoup de choses ont été dites par votre collègue sénateur Jean-Pierre Leleux. Le problème n'est pas pris au sérieux et les réticences sont fortes, notamment de la part des élus. Qu'en pensez-vous? Oui, je voudrais faire une petite observation après sur mon commentaire, mais premièrement, l'homme ne maîtrisera jamais totalement la nature. Il faut bien qu'il s'en souvienne. Deuxièmement, l'homme est un peu un apprenti sorcier, c'est-à-dire qu'il crée lui-même les conditions de sa propre destruction à un moment donné. Donc il y a une affaire de progrès de la société dans cette prudence absolument nécessaire. Après, il faut peut-être améliorer les modèles qui nous permettent de mieux prévenir. Mais je n'irai pas tirer, comme je l'ai entendu sur Météo France, etc., ou chercher quelqu'un à crucifier en place publique pour désigner des responsables. Il m'a semblé quand même, a posteriori, bien entendu, parce que c'est trop simple a priori, que le drame aurait pu mériter une alerte rouge. Il n'en a pas été le cas. Le modèle ne l'a pas fait ainsi. Ce que je constate, c'est que des alertes oranges, j'ai été maire pendant de nombreuses années, allez, il y en a plusieurs dizaines par an. Les alertes rouges sont extrêmement rares. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine banalisation et peut-être que là, il y a aussi quelque chose à faire. Sur l'urbanisation, peut-être? Oui, on y viendra peut-être après. On va faire agir Gilles Galéon qui n'a pas encore parlé. On imagine bien que vos services sont mobilisés. Quelle est la priorité sur place? En fait, la priorité sur place était de terminer la réalimentation des foyers privés d'électricité depuis la nuit de samedi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu dans le creux de la nuit jusqu'à 70 000 foyers qui étaient privés d'électricité. Et grâce à des réseaux qui sont toujours modernisés, sur lesquels on investit, dès le dimanche matin, plus des 2/3 étaient déjà réalimentés. Et puis ce matin, 90% étaient réalimentés. Il restait 7 000 foyers sans électricité, 4 000 cet après-midi. Il se concentre actuellement nos efforts sur le centre-ville de Cannes et la zone de Mandelieu. Oui, est-ce que l'accélération de ces épisodes Sevenol sont pris en compte par vos services, Gilles Galéan? Nous investissons chaque année sur la modernisation de nos réseaux pour prendre en compte le risque aléa climatique, pour renforcer la résilience aux aléas. Alors les aléas, c'est à la fois les grandes tempêtes, ce sont les chutes de neige collante, mais c'est aussi les périodes de canicule et puis c'est les inondations. Donc effectivement, on a des politiques qui visent à améliorer les ouvrages et moderniser, à mettre plus de capteurs, détection, à faire attention où on les implante, à avoir des appareils plus étanches en vue de nous insensibiliser progressivement à ces événements. Mais de toute façon, le complément indispensable, c'est une capacité de mobilisation d'une force d'intervention rapide d'électricité pour faire face aux grands dégâts tels qu'on les a connus là. André Gattolin, on a entendu un peu ce coup de gueule de Pierre-Yves Collombat qui pointe la responsabilité du gouvernement. Il dit que peut-être le problème n'est pas pris au sérieux. Est-ce que vous partagez Je partage en partie le point de vue de mon collègue et je dois dire que moi je me suis insurgé plusieurs fois ces derniers mois, notamment quand on a eu un épisode de coupe budgétaire dans ce qu'on appelle les décrets d'avance au printemps dernier, où on a coupé dans la mission écologie, on a coupé dans le programme météorologie et prévention des risques. Et à l'époque, c'était pour financer la lutte contre le terrorisme. Et j'ai dit, mais nous sommes dans des questions de sécurité publique. Couper dans les moyens de la prévention budgétairement, et la semaine passée encore auprès des ministres concernés en loi de finances, j'ai dit, mais vous coupez encore dans des choses. Aujourd'hui, Météo France est dans une situation où on a supprimé 43 centres régionaux, on doit encore en supprimer 10. Alors il y a des rationalisations, mais en fait, tout l'argent qui avait été mis de côté pour aujourd'hui se doter de moyens, notamment de supercalculateurs, à l'instar de ce qu'ont fait les Britanniques ces dernières années. Le supercalculateur
de la météorologie anglaise est 15 fois supérieur en puissance à celui dont nous disposons aujourd'hui en France et Météo France. Nous devons renouveler tout ça et à chaque fois qu'il y a un peu d'argent de réserve, eh bien, au moment des coupes budgétaires, on va prendre cet argent. Et je dis, là, effectivement, il y a un comportement, j'accuse pas le gouvernement, j'accuse le système budgétaire. On est dans une logique où nos budgets sont illisibles, où des coupes sont faites par des personnes qui n'ont pas conscience que des enjeux se jouent à long terme et il y a un risque. Alors on coupe et on croise les doigts qu'il ne se passera rien. Alors on a coupé dans ces budgets et puis on va annoncer mercredi qu'on va libérer des budgets. Est-ce que c'est bien raisonnable? Philippe Drobinski, vous travaillez sur ce lien entre tous ces événements dramatiques et le réchauffement climatique. Il ne fait plus de doute ce lien aujourd'hui? Non, le doute subsiste quant à l'attribution d'un événement comme celui-là au changement climatique. C'est un événement météorologique. Le recul que l'on peut avoir, le recul historique que l'on peut avoir sur ce type d'événement ne nous permet pas encore de dire qu'il y a une augmentation ou une intensification de ces événements. Par contre, les travaux que l'on fait sur l'avenir, sur les projections du climat futur, tentent effectivement à montrer que ce type d'événement devrait s'intensifier et leur fréquence augmenter. Donc ça, s'il n'est pas possible de l'attribuer maintenant, il est probable que nous en verrons les effets dans Et justement, est-ce que l'information des citoyens est suffisante? On a entendu aussi ce problème d'alerte orange qui n'était pas forcément passé en alerte rouge. Est-ce que les citoyens aujourd'hui ont conscience un peu de ces dangers qui nous guettent? Jean-Pierre Leleux, après vous répondrez. Non, effectivement, je pense que des événements douloureux comme celui qui s'est passé ce week-end est de nature à sensibiliser davantage l'opinion publique, qui a tous les moyens de savoir qu'il y a une alerte orange, mais qui peut-être, vu la banalisation, n'y porte pas suffisamment attention. Donc malheureusement, vous savez, il faut absolument que les citoyens s'approprient un certain nombre de problèmes. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi la sécurité dans les écoles. Il faudra attendre combien de catastrophes naturelles comme celle-ci? Et je pense que l'homme, je reviens un peu sur une notion un peu philosophique, mais il a besoin de leçons de temps en temps qu'on lui tape sur les doigts, malheureusement, pour faire progresser un certain nombre de choses. Oui, Philippe Drobinski, sur cette information des citoyens, est-ce qu'on aurait pu éviter un bilan aussi lourd peut-être? Ces phénomènes cévenols, sont particuliers en France, dans la région sud, sont des phénomènes extrêmement brutaux, à la fois dans le temps. Ce sont des événements qui ne durent pas très longtemps et très intenses. On peut éduquer, on peut élaborer des protocoles pour que les citoyens agissent en fonction des niveaux d'alerte. Néanmoins, pour des événements aussi brutaux et aussi courts, la perception du risque elle-même est à envisager. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où on n'est pas conscient que dans une demi-heure, on va pouvoir avoir une lame d'eau qui va se déverser sur nous. Et ça, il y a plusieurs niveaux effectivement de sensibilisation. D'abord la formation. C'est vrai qu'aux États-Unis, tous les citoyens ont une très grande, on va dire, éducation autour du risque météorologique et climatique. Il y a ensuite effectivement des protocoles à mettre en place, mais ensuite il y a à travailler sur la perception du risque, et c'est particulièrement vrai dans le sud de la France où ces événements sont vraiment très, très violents. Oui, Gilles Galéan, sur cette perception du risque et cette formation qui existe aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé? Je répondrai par exemple pour des entreprises de services publics telles que la nôtre, où notre personnel est régulièrement formé, participe à des exercices de crise et puis des situations de crise également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 2000 techniciens d'intervention spécialisés, des entreprises partenaires, des plateformes logistiques, il y en a 11 en France, sur lesquelles nous stockons du matériel, des kits préconditionnés pour faire face aux différents aléas climatiques, des groupes électrogènes. Et c'est tout ça que nous savons mettre en branle de manière très 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 rapide sur un aléa comme celui-ci, puisque là, dès le samedi matin, nous avions 200 collaborateurs qui étaient en intervention. Nous avions une vingtaine de groupes électrogènes, des kits préconditionnés pour pouvoir pomper, parce que là, l'enjeu, c'était d'évacuer l'eau des ouvrages, notamment des postes de distribution. Donc, qui a permis de ralimenter assez rapidement. Un autre sujet, c'est sur cette maîtrise aussi de l'urbanisation. On voit bien qu'il y a certains départements où il y a une certaine frénésie immobilière, il n'y a plus peut-être suffisamment de respect des plans locaux d'urbanisme. Qu'en dites-vous ?
Il n'y a plus de respect. Moi, je dis, alors, je vais peut-être choquer parce que j'ai pas l'habitude d'être un jacobin, mais je pense que d'avoir systématiquement confié le droit à autorisation de permis de construire aux municipalités n'a pas toujours été une bonne chose. Dans certains cas, c'est l'État qui bien, devrait délivrer les permis de construire. Non, mais quand vous avez une direction départementale de l'équipement qui est là, avec des fonctionnaires qui sont pas attachés au territoire, c'est-à-dire qui vont être mutés, parfois il y a certaines choses, parce que c'est très dur, je crois, pour un maire parfois, de résister à la pression de personnes. J'ai eu un père entrepreneur dans le bâtiment, les élus locaux, faire venir de la population, avoir des services supplémentaires, ça fait partie aussi de leur métier et de ce qu'ils ont à faire par rapport à la population. Et je crois que il faut pas non plus caricaturer la bétonisation, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait aussi que les espaces verts ne sont plus bien occupés. Alors j'ai entendu ce matin un maire s'insurger contre la loi Allure parce qu'ils doivent construire des logements sociaux dans leur commune et que c'est la raison de la bétonisation. Mais je dis, il y a aussi des constructions individuelles avec des routes, des murs, qui ces éléments-là de l'urbanisme, qui ne sont pas de l'urbanisme dense, provoquent, favorisent aussi ces phénomènes d'écoulement d'eau rapide. Donc c'est l'ensemble qu'il faut avoir. Et moi je dis, il faut mieux être en prévention. On est excellent en France pour la réparation. On voit ce qu'ont fait les forces de sécurité est extraordinaire, un peu comme au moment des attentats. La question, c'est comment en amont on pense, on réfléchit au problème, on organise, et puis on fait en sorte que les gens sur place, même s'ils ne savent pas quand ça va se produire, ils savent les quelques gestes à avoir. Je sais que vous devez nous quitter, et pour la bonne cause, est-ce que peut-être une question sur un autre sujet, est-ce qu'il y aura encore un groupe écologiste ce soir au Sénat? Oui, je pense certainement. Je ne suis pas sûr qu'on ait une diffusion, je ne connais pas l'issue, mais enfin je pense qu'on a une volonté de continuer à travailler ensemble. Oui, pas de risque que certains sénateurs quittent le groupe? Après, vous savez, il y a des jeux, il y a des rapports de force, il y a une part parfois aussi de théâtralité, il y a une part de réalité et des conflits. Pour le moment, si on se réunit, c'est qu'on a plutôt envie d'essayer de continuer ensemble. Oui, mais est-ce que Jean-Vincent Placé sera toujours le président du groupe écologiste du Sénat? Je ne sais pas, je n'ai aucune... Alors là, pour le coup, il faudrait un bon prévisionniste de Météo France pour prédire l'avenir. Ce n'est pas dans mes cordes. Merci André Gattolin. Mais justement, pour en parler, on va tout de suite retrouver Saveria Rojek. C'est à vous, Saveria. C'est vous qui suivez cette journée décisive pour le groupe écologiste des Verts ici au Sénat, Saveria. Oui, vous l'évoquez à l'instant avec André Gattolin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette fameuse cette réunion cruciale s'annonce houleuse. Esther Benbassa me le disait encore à l'instant, Jean-Vincent Placé doit quitter la présidence du groupe. C'est une question d'éthique politique selon les mots de la sénatrice. La sénatrice qui se dit même prête elle-même à quitter le groupe si Jean-Vincent Placé reste. Alors bien sûr, ici, tous les sénateurs avec qui j'ai pu parler nous répètent que personne ne veut la disparition du groupe écologiste au Sénat. J'entends beaucoup parler ce soir d'une solution possible, un ticket, un binôme, et avec Jean-Vincent Placé en vice-président et peut-être Corinne Bouchoux en présidente. Corinne Bouchoux, avec qui je viens de m'entretenir. La sénatrice ne dément pas cette information. Elle dit surtout vouloir tout faire pour sauver, encore une fois, l'existence du groupe écologiste au Sénat. Merci beaucoup Saveria, et puis tout de suite on va retrouver notre autre journaliste en duplex ce soir, Tam Tranui. Vous avez suivi pour nous toute cette séance consacrée aux dividendes numériques, et vous avez peut-être un mot à nous dire sur l'amendement qui visait la chaîne numéro 23, Tam. Oui, alors le texte a été adopté à l'unanimité il y a un peu plus d'une heure, et c'est un texte qui, vous l'avez dit, vient contrer la revente de la chaîne numéro 23, vente en cours pour 90 millions d'euros au groupe Next Radio TV. 90 millions d'euros, c'est beaucoup pour une chaîne qui a été créée il y a seulement 2 ans et demi, qui a eu sa fréquence gratuitement et qui n'a pas du tout été la chaîne ambitieuse sur la diversité comme elle l'avait au départ vendue auprès du CSA. Donc 90 millions d'euros, une somme énorme et un scandale audiovisuel pour Didier Maisto. Didier Maisto est le président de Fiducial Média à l'époque. Il avait également candidaté pour obtenir une fréquence et il avait échoué. Écoutez-le, c'était à notre micro tout à l'heure. La chaîne n'a rien investi, elle avait 4 salariés, en tout et pour tout, elle a toujours. Et elle est allée chercher des programmes américains de série Z, de la chaîne des tatoueurs ou des maquilleurs, enfin des trucs d'outre-tombe. On ne savait même pas que ça existait. Et puis on s'est rendu compte assez vite que c'était une opération financière, puisque dans le pacte d'actionnaires de cette chaîne, où je le rappelle, il y a
un Ouzbek russe, Alisher Ousmanov, un oligarque, et l'émir du Qatar. La revente de cette chaîne était prévue dès janvier 2015, un pacte qui a été signé en octobre 2013 pour faire une belle opération financière. Le Sénat a donc inscrit dans ce texte des dispositions pour empêcher la spéculation sur les fréquences qui sont un bien public. Alors si on prend très vite les autres apports du Sénat, il a également inscrit dans la loi le principe d'une couverture à 95% du territoire par la TNT. Il a joué son rôle de chambre des territoires et a veillé à ce que tous les territoires ruraux puissent encore avoir la télé l'année prochaine. Également, le Sénat a prévu un accompagnement aux populations pour qu'elles puissent s'adapter à cette grande mutation technologique de l'année prochaine, notamment pour les populations qui n'ont la télévision que par satellite. Merci beaucoup Tam, c'est la fin de ce débat. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Je rappelle ce bilan qui s'est alourdi, Jean-Pierre Leleux, il est désormais de 20 morts. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi ce premier numéro de Sénat 360. Prochain rendez-vous, nouveauté sur Public Sénat, c'est à 22h autour de Sonia Mabrouk et Paul Bouffard. On va plus loin, c'est le titre et vous serez au rendez-vous. À demain.